notre plateau. Toute la semaine, vous le savez, les maternelles fêtent leur anniversaire. Alors aujourd'hui, comme tous les jours de la semaine, on est ensemble jusqu'à 11 h. 1000 émissions et des nouveaux venus dans notre famille qui grandit, Nous l'avions reçue il y a un mois sur notre plateau. Après plusieurs fives, Sabine était enfin enceinte et tout près d'accoucher. Aujourd'hui, elle est maman et elle revient nous parler de son petit Merlin dans notre séquence émotion, les héros des maternelles. Et dans notre grande discussion, nous continuons à vous faire partager les plus belles histoires de naissance. Nous allons voir comment l'arrivée de bébé peut apaiser les souffrances de la vie. Puis on va à Bucarest, dans la série Maman d'Europe. On fera la connaissance de Ada, qui attend un deuxième enfant. Et nous ne pouvons plus nous passer désormais d'invités exceptionnels. Anne Roumanoff est avec nous pour fêter l'anniversaire des maternelles. Notre star permanente, Nathalie Le Breton, sera évidemment là parmi nous pour les maths.com. Et puis nous la retrouverons dans la séquence 1000 façons d'être père avec Philippe, qui nous racontera comment il a vécu la naissance de sa fille. Silver, Pascal, Elena seront dans un pêle-mêle spécial en compagnie d'Anne Roumanoff. Et puis comme toute la semaine, en fin de pêle-mêle, il y aura les meilleurs moments de l'émission, la récré des maternelles. Tout de suite, appel à témoins. Parce que vous avez été échaudé par un premier mariage ou à cause du divorce de vos parents, aujourd'hui, vous vivez en union libre. Vous ne voulez pas entendre parler d'officialisation. Venez nous faire partager votre point de vue. Vous êtes allé à l'étranger pour obtenir des ovocytes ou vous avez fait appel à une mère porteuse. Venez nous parler de vos motivations et de votre expérience. Vous pouvez nous joindre soit par téléphone, soit par Internet. Mais tout de suite, les héros des maternelles. Oh, je suis trop contente de la voir, Sabine. Oh. À semaine spéciale, séquence spéciale. Alors toute la semaine, nous allons rencontrer les héros des maternelles, des bébés nés autour de la 1000e. Alors les parents, vous les connaissez déjà puisqu'ils sont venus tout au long du mois de février. Aujourd'hui, ils reviennent sans le gros ventre puisque les mamans ont accouché, avec ou sans bébé. Aujourd'hui, nous retrouvons Sabine. Bonjour Sabine. Bonjour. Vous êtes venue avec Anthony, votre mari. Bonjour. Alors Merlin, comme prévu, est né par césarienne à 34 semaines de grossesse. Tout à fait. C'est dur à vivre, mais c'est pas forcément une déception parce que vous saviez que ça allait se passer comme ça. On était au courant. Bon, il pèse combien aujourd'hui, Merlin ? 2,490 kg. D'accord. Donc là, ça ferait 36, puisqu'il est né il y a 2 semaines. Donc logiquement, dans 3 semaines maximum, Oui, j'espère qu'il va sortir. il va sortir avant à la maison. Il faut qu'il fasse des efforts. Bon, je vous propose de vous retrouver. Donc c'était il y a un mois. Je dois dire que Merlin, vous auriez pu l'appeler Désiré. Hein. Oui. Ça a été 10 ans de parcours de PMA très très compliqué. Puis jusqu'au bout, en fait, ça a été galère. Oui. Hein. Oui. Bon, regardez. Alors, il s'agissait donc de votre 5e FIV. Par quelles étapes êtes-vous passé pour en arriver là ? Avec mon ex-mari, plusieurs fécondations in vitro qui ont capoté, ça n'a jamais pris. Vous avez testé ça combien de temps avec votre ex-mari ? Sur une période de 10 années. 10 années ? Oui. Mais j'imagine que le couple en prend un coup. Voilà, ouais, c'est très très dur. Ouais, très dur. Ça passe ou ça casse ? Voilà, Et ça a cassé. Ouais. Mais c'est sûr. Hein. Il faut être très très dur Psychiquement. Et il faut oublier de plein de choses. Il faut. Les traitements sont super lourds, hein. C'est douloureux. Ouais, ça fait mal, ça fait grossir. Ouais. Il y a son corps qui change. Pour rien, quand ça marche pas. Voilà, c'est ce qu'on se dit. pour rien. Et puis. Ça devient une obsession, non ? C'est obsessionnel. On ne pense qu'à ça. Et puis les années passent. Et puis toujours rien. Bon, allez, on passe aux choses sympas. En avril 2005, vous êtes remariée avec Anthony. Ouais. Vous lui avez expliqué tout de suite vos difficultés à avoir un enfant ? Oui, assez rapidement. Ça lui posait pas de problème ? Non, il n'a pas. Maintenant, j'ai attendu qu'il me demande Ah oui ? qu'il ait l'envie d'avoir un enfant avant de. Je voulais pas que ça vienne de moi. D'accord, mais vous lui avez exposé vos difficultés avant. Tout à fait, oui. Rapidement, je lui ai dit que s'il avait l'intention d'être papa, ce serait relativement difficile. Et la première fois était la bonne avec Anthony ? Ouais, c'était génial. Super spermatozoïde. À quel moment avez-vous été rassurée sur votre grossesse ? Peut-être toujours pas remarqué. Dans 10 jours. Oui, c'est ça. Hein. Oui. Ça lâche pas. Hein. Non. Ouais. Non. Bon, c'était pas une grossesse super sereine. Hein. Non, mais c'est. Mais heureuse quand même. Ouais, ah oui. Ah ouais, c'est vraiment.
J'adore avoir un gros ventre. Ouais, quand tu parles. Alors Anthony, de votre point de vue, qu'est-ce que ça vous a fait quand Sabine vous a expliqué ses problèmes à avoir des enfants? Ça m'a pas... C'était pas éliminatoire comme C'était on pas dit. éliminatoire. Et puis, quand elle me l'a dit, c'était au début de notre relation. Je ne savais pas si on aurait des enfants ensemble non plus. Donc, quand moi, j'ai émis effectivement le souhait d'avoir un enfant, c'était en toute connaissance de cause, en sachant ce qu'elle avait enduré auparavant. Et puis parce que je me sentais prêt à l'endurer à ce moment-là avec elle. Parce que je n'étais peut-être pas prêt auparavant. Donc vraiment, ça n'a pas été... Ça n'a pas été si dur pour vous? Ça n'a pas été si dur. Et puis la grande chance, Oui, c'est que ça se soit marchait bien du passé, premier coup. dès le Comme dit premier coup. Sabine, super spermatozoïde, il fallait voir votre tête quand vous avez fait le reportage. Il l'a regardé, il fait Ah Sabine, redites-nous pourquoi vous avez eu une césarienne à 34 semaines quand même. Eh bien parce qu'avec la fécondation in vitro, ils avaient réimplanté 3 embryons. Il y en a un qui est parti de suite et en fait, j'avais une grossesse gémellaire. Et il y a un des embryons qui s'est développé dans la corne de l'utérus. Donc ça s'appelle une grossesse cornuale. Ce qui est très dangereux pour votre vie. Ce qui est dangereux pour la vie des bébés et de la maman. Et puis la médecine a décidé d'arrêter le cœur de ce bébé qui se développait au mauvais endroit. Ça s'est passé à quel âge? À 2 mois et demi de grossesse. Et puis donc je suis restée avec cet embryon. Ils avaient arrêté le cœur. Et je suis restée avec cet embryon. Sous une très très grosse surveillance, médicale, parce qu'il y avait risque à ce que l'utérus éclate. Ah ouais. C'est pour ça qu'on vous a déclenché à 34 semaines quand le bébé n'était pas trop gros. Il n'avait pas de recul parce que c'est quelque chose de relativement rare. Vous êtes gâtés, hein? Bah ouais. Donc une très très grosse surveillance. Nous allions à l'hôpital 2 fois par semaine. Et donc, ils surveillaient et le merlin et donc l'embryon dans la corne gauche et moi. Donc, ils ont préféré déclencher quand voilà, ils nous l'avaient dit dès le départ et puis au fil du temps, ils ont confirmé que ce serait à 34 semaines pour éviter... Vous avez eu la gentillesse de nous autoriser à vous filmer le jour de l'accouchement. Vous imaginez l'émotion dans laquelle vous avez dû être après tout ce parcours. C'est même pas un parcours de combattant, c'est toutes les guerres de 100 ans. Donc on était là et merci beaucoup parce que c'est trop beau, trop fort. Attention mouchoir. Hein. J'attends qu'il fasse la césarienne et puis qu'on vienne m'appeler pour pouvoir prendre mon bébé dans les bras et réconforter ma femme. Donc l'attente est longue. J'ai fait une belote. J'ai transpiré comme un ouf dans ma chemise. Ma chemise elle est trempée. Vraiment Pas grave. J'ai l'impression qu'ils sont en train de me lever le ventre. Ça ne dit rien. Bonjour bébé. Alors oh, il est dégoûté. Mon bébé. Comment il s'appelle alors? Merlin. Merlin, bonjour Merlin.
Il est tout plein de vernis, ça. Il va très très bien. Je vais devoir l'emmener pour qu'on s'occupe de lui. Hein, vous allez venir avec moi? Je vous montre en entier. Pas vu tout de suite. On y va? Ouais. On met dans un petit sac pour qu'il est plus chaud. Voilà, il va très très bien, hein, vraiment. Et il pèse donc combien là? 2,4 kg. 2,4 kg, oui. Ouais. Le même poids que moi à la naissance. C'est moi qui Et il a 36 pas. C'est moi qui chante les boucles, c'est moi qui se parle. Ouais. Tu reconnais ma voix? On a un beau bébé qui est bien costaud, beaucoup plus costaud que ce qu'on ne pensait. Et il est très beau, c'est le plus beau bébé du monde. Le plus beau bébé du monde. Merlin, l'enchanteur. Alors, il mesure 46 cm. Il fait 2,4 kg. comment il va. Il va bien. Il va bien. Il fait 2,4 kg. Il fait 46 cm. T'es fier? Ouais. Le plus grand moment, c'est quand le bébé a pleuré. C'est trop génial. Ça fait des années que j'attends ça. Je ne rêve que d'une chose, c'est que mon bébé pleure tout le temps. On va me prendre pour une débile, mais c'est vrai, quoi. C'est vraiment... J'ai vraiment envie... Et ça, quand il a pleuré, c'était vraiment un bonheur. Réussi. Belle réussite. T'as fait tes photos? Ouais, plein. Tu montes les photos. Allez. Regarde quelques pour toi. Oh, petit bébé d'amour. Il est grand, hein, pour un prémat. Il a des longs doigts. Il va faire du piano. Oui, il va être gardien de but. Tout est parti avec l'arrivée de ce bébé. Toutes les années de galère, toutes les années de piqûres, de traitements, d'hôpital. Tout est parti, tout s'est envolé, tout... C'est comme si ça n'avait jamais existé. C'était il y a 2 semaines, hein, ça vous fait quoi, Sabine et Anthony, de revoir ces images? C'est fort, hein? Ouais. Hein? C'est impressionnant de revivre la plus belle minute de sa vie. Ouais. Comme disait Sabine, on se regardait dans les yeux et quand on a intense. entendu le premier pleur, là, ce moment-là, c'est fabuleux. On n'imagine pas parfois que c'est un rêve. Vous voyez ce que je veux dire? On est plus soi-même. On est dans un... Tout se déroule et puis en plus, à l'hôpital, c'est très huilé. Ils sont top à Poissy. Ils sont top, c'est très organisé. Donc ça se fait, j'allais dire, presque naturellement. Ouais. Et c'est... Vous avez eu droit au premier regard, alors et avec la maman et avec le papa ou pas? Avec le bébé? Vous vous en souvenez? Ouais. Quand on vous l'a posé là, Ouais. il y a eu vraiment un truc intense. Ah ouais, c'est vraiment... Et vous aussi, quand vous l'aviez dans les bras? C'est
C'est un accomplissement, tout d'un coup. C'est magique, hein. Moi je Ouais. trouve que ça tient du C'est domaine du magique. sacré hein, parfois. hein. Ouais. Bon, ça doit pas être facile de rentrer le soir sans lui, pour Non, l'instant. c'est difficile. Vraiment Ouais. Donc vous poussez jusqu'au bout pour faire des petites nuits. Ouais. Ouais. Vous habitez loin de l'hôpital? Bon, on habite, on met une demi-heure pour y aller. Bon, donc vous pensez qu'à ça, Bah ouais. évidemment. On se casse, Ouais. on se lève le matin, c'est Merlin. Merlin, et on se couche le soir, c'est Merlin. Bah, c'est gentil en tout cas de nous avoir donné de ce temps précieux pour venir nous voir Bah, sur notre de plateau. rien. On vous pique votre temps. Hein. Bon, il va bien, donc il a perdu un petit peu de poids normalement, 10% Normalement, ouais. à la naissance, et puis maintenant ça repart. Oui, il a dépassé son poids de naissance. Tout va bien. Il va bien. Bon, bah, bienvenue au club des parents. Merci. Hein, vous allez voir. Alors pour l'instant, vous voulez qu'il pleure, mais je vous invite à revenir dans 6 mois témoigner. On va voir. Puis nous, on va vous suivre parce que c'est vraiment. Je veux dire que votre histoire nous a tous touchés. Je ne sais pas ce que vous en pensez, vous derrière votre écran, mais Merlin, on a envie de le connaître, on a envie de voir. Comment il grandit et puis comment il va être l'enfant roi, parce qu'avec cette histoire, ça va être difficile de lui dire non. Hein, donc on va beaucoup rigoler en vous voyant. Bon, à bientôt, beaucoup de bonheur. Hein. Profitez, profitez, puis arrêtez les photos, ça va. Il y en a combien? Il y en a déjà 100. Non, 200. Bon, à bientôt. Gros bisous à Merlin. D'accord. Au Merci. revoir. La naissance d'un bébé est toujours un bonheur, mais en plus, parfois, elle vient apaiser une souffrance, adoucir un deuil, faciliter une réconciliation familiale ou même soulager une maladie. Pourquoi une naissance a-t-elle des pouvoirs réparateurs? Comment faire pour que cela ne devienne pas trop lourd pour le bébé? Un bébé peut-il être une réparation? C'est une enquête de Marion Wegrove. Et pour en parler, nous avons le plaisir, l'honneur et l'avantage de recevoir ce matin Maryse Vaillant. Oh. Moi aussi, c'est toujours un bonheur pour nous de vous recevoir. Moi aussi. Ah bon, vous êtes psychologue clinicienne, Maryse, auteure de nombreux ouvrages traitant du sujet de la réparation. Alors, en voici 2. Il n'est jamais trop tard pour pardonner à ses parents, paru aux éditions La Martinière. Et vous évoquez aussi ce thème dans ce dernier livre, Comment aiment les femmes, du désir et des hommes, tout juste paru au Seuil. Nous verrons avec vous ce matin pourquoi une naissance est tellement fédératrice et vous nous expliquerez comment préserver ses enfants d'un trop lourd héritage. Avec nous, Nathalie. Aujourd'hui, je tiens à préciser, on a 3 témoines. 3 femmes témoins. Nathalie, vous venez du Pays Basque. Vous avez répondu à notre appel à témoins, merci beaucoup. Vous êtes la maman de David, qui a 13 ans, mais aussi de Nicolas, qui a 9 ans, Lilou, 5 ans, et Noah, 19 mois. Vous avez perdu votre maman alors que vous étiez enceinte d'1 mois. Le choc de sa mort a provoqué une fausse couche. Et 1 an après, vous étiez à nouveau enceinte de votre aîné. Cela vous a aidé à vivre votre deuil. Oui. Vous allez nous raconter votre histoire tout à l'heure. Il y a également Aurélie. Bonjour Aurélie. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre appel à témoins. Détendez-vous, tout va bien se passer. Surtout que vous êtes venue de Bretagne, rien que pour nous voir. Vous avez 23 ans. Vous êtes la maman d'Enola qui a 3 ans, mais aussi d'Ethan qui a 1 an. Vous avez rencontré votre compagnon Willy dans le foyer où vous viviez, car vous étiez tous les 2 en rupture avec vos familles. Fonder votre propre famille vous a permis de tourner la page, puis de renouer avec vos familles respectives. Happy end, on va dire. Hein, bon. Avec nous également Nouraine, bonjour. Merci d'avoir répondu à notre appel à témoins. Merci d'être venue de la région parisienne. Vous avez 25 ans, vous êtes d'origine tunisienne et vous êtes la maman de Yasmine qui a 8 mois. C'est sa naissance qui vous a permis de vous réconcilier avec votre famille qui avait eu du mal à accepter votre compagnon Fabrice. Pourquoi vos parents n'acceptaient pas Fabrice? Il était guadeloupéen. Ah, parce qu'il était noir? Non. Un peu. Non, c'est plus au niveau de la religion. Il n'était pas on va dire. musulman? Voilà. Vous connaissez depuis longtemps? 5 ans. Enfin, ça va faire 5 ans le 28 mars. Vos parents connaissaient son existence? Depuis 1 mois après qu'on s'est rencontrés, j'en ai parlé. Et alors? Ça a été mal Et perçu? alors, non, ouais, exactement. Parce qu'il n'était pas musulman? Parce qu'il n'était pas musulman. Mais parce pourtant, qu'il il était pas converti. tunisien. Il Oui. s'est converti? Oui, avant que je le connaisse. Mais il y avait aussi le choc des cultures. Il Ouais. n'était pas tunisien. Ah, ça Donc, leur faisait peur. Ouais. Et ils ont vraiment rejeté... Ah, totalement. Ils voulaient pas le voir à la maison? Ah non. Ils voulaient vous ont présenter mis, d'autres garçons? 3 ans et demi avant qu'ils acceptent une seule rencontre. Donc ça a été très dur pour moi. Oui, ils m'ont présenté aussi, je reviens sur la question, Vraiment. ils m'ont présenté des garçons, mais j'étais obstinée. Bah, Voilà. vous étiez amoureuse et puis voilà. Voilà, c'est tout. Donc du coup, avec vos parents, vous parliez pas de vos projets d'avenir avec Fabrice? Ah non, chez eux, c'était pas possible, quoi. Bon, alors on va dire que c'est votre grossesse qui a provoqué la rupture avec vos parents? Ouais, on va dire ça. C'est-à-dire, racontez-nous.
En fait, quand je suis tombée enceinte, c'était soit je garde mon bébé et je continue ma vie avec Fabrice, soit je laisse mon bébé et je continue ma vie avec mes parents, et tout en étant en conflit avec eux parce qu'ils ne voulaient pas Fabrice, et moi, c'était clair et net dans ma tête, c'était Fabrice. Et donc, j'ai décidé de partir. De partir et de leur prouver que j'avais raison, que j'aimais ce bébé et que j'aimais Fabrice. Et je suis partie. Et vous aviez programmé la grossesse? Ah non, pas du tout. Ah non, elle est arrivée Elle est arrivée toute surprise. Seule. D'accord. Et donc, du coup, vous avez habité avec Fabrice? Oui, on a habité chez sa mère pendant 2 mois. Après, on a trouvé un appartement. Et donc, on a vécu tous les deux. Et pendant tout ce temps-là de la grossesse, pas de nouvelles avec vos parents? Non. Ça devait être très douloureux. Hein. Très dur. En plus, c'est un moment où on a besoin d'être soutenu. Surtout par sa mère, en fait. Ouais. Et non, c'était dur. Bon. Ça sentait psychologiquement aussi. C'est vrai, vous n'étiez pas bien? Non. Moi, par exemple, je vomissais tous les jours. Et je dormais tout le temps. Pendant 6 mois. C'est normal, hein? Pendant 6 mois. Non, 6 mois, c'est long, c'est vrai. Bon, et finalement, ouais, tout le temps. Et finalement, c'était à la naissance que ça s'est un peu ressoudé? 2 semaines avant la naissance, j'ai rappelé ma mère. C'est vous qui avez appelé? Et j'ai commencé à lui parler doucement. Et puis après, j'ai accouché 2 semaines après. Et le jour de l'accouchement, donc j'ai accouché le matin de bonne heure, à 10h, je m'en rappelle, j'ai appelé ma mère pour lui dire que j'étais à l'hôpital parce que j'avais donné naissance à une petite fille. À mon petit chou. Et alors? Elle est venue? Elle est venue le dimanche parce qu'elle travaillait, donc elle est venue, oui. Et là... ça devait être super émouvant, hein? Ouais. L'avoir porté ma fille et tout, c'était un rêve que j'aurais jamais cru, en fait. C'était plus dur avec votre papa, c'est ça? Ouais. Il a mis du temps avant de la prendre dans ses bras, avant d'accepter? Ouais. En fait, il la prenait dans ses bras, mais je sentais qu'il était distant avec elle. Il était réticent, ouais. Ouais. Bon, et maintenant, on en est où? Maintenant, c'est le grand bonheur. C'est vrai? Les deux grands-parents sont gaga? Ouais, alors totalement. Et vous revoyez votre père, vous revoyez votre maman? Oui, c'est ma mère qui la garde quand je vais à l'école. Parce que grâce à Yasmine, j'ai repris mes cours aussi. Donc pour moi, Yasmine, c'est mon bébé, c'est tout. Bon, et vous êtes mariée avec Fabrice? Et oui, on s'est mariés aussi le 24 septembre. Donc 3 mois après la naissance? Voilà. Avec la famille? Avec la famille. Les 2 familles? Voilà, exactement. Et je peux que remercier mon petit chou, quoi. Bon, est-ce que vous, avec le recul, vous discutez de cette période de rejet que vous avez vécue? Avec mes frères et sœurs, mais avec ma mère, non. Jamais de la grossesse et jamais de... Et avec votre père? Non plus. Ouais. Bah, ce qui compte, c'est que tout va bien, quoi. Ouais. Mais je pense que petit à petit, avec le temps, peut-être qu'on en reparlera quand je serai à nouveau enceinte. Peut-être qu'on reparlera de cette période-là. Je laisse le temps faire les choses, en fait, maintenant. Bon. Maryse Vaillant, pourquoi l'arrivée d'un bébé, ça provoque des réconciliations familiales? Le bébé, c'est l'espoir. C'est tout. On pourrait presque dire que tout enfant est un messie. C'est-à-dire que tout enfant porte en lui la promesse d'un avenir meilleur. Et en plus, là, on a vraiment un enfant qui fait une famille. L'enfant qui crée un couple, l'enfant qui provoque un mariage, l'enfant qui fait des grands-parents, donc qui transforme des personnes un petit peu rigides, un peu coincées dans leur besoin de transmettre leur culture, leur religion, qui craignent l'étranger, l'altérité, la différence. Oh, c'est un petit peu exagéré, mais c'est exactement la même chose que dans toutes les familles. Oui, la fille, ça elle apaise en général. Eh oui, puisque de toute façon, se marier, c'est aller quand même chercher un homme en dehors de sa famille. Oui. Par définition, c'est un étranger, c'est quelqu'un de différent. Et il y a donc toujours un petit effort à faire pour accepter cette différence, mais qui va permettre à la lignée de se prolonger. Alors là, Yasmine a fait des grands-parents et elle a effectivement... Elle a fait sa mission. Elle a réalisé quelque chose. C'est elle qui a unifié et qui a apaisé des conflits et qui a uni. Elle a uni les gens. Elle a uni des personnes qui étaient... Mais une fois la naissance effectuée, les malentendus pour autant ça pèse pas. On voit bien que Noël, elle parle pas pour autant du fond. La naissance, il y a le bébé. Alors le bébé, on est tous comme ça, devant un petit chiot, devant un petit chien. C'est vrai, on craque tous. On craque. On est des mammifères. Même si on s'en... Et ça doit être programmé dans notre cerveau. On a la possibilité de s'attendrir devant un petit. Et alors devant un petit bébé, moi j'ai une petite fille. C'est vrai. Et on craque devant le bébé parce que pour vous c'était de voir votre fille dans les bras de votre mère. Pour moi c'était de voir ma fille porter sa fille. Ce sont des moments d'une folle intensité. Donc ça provoque une grosse émotion, on est heureux, on a le cœur qui bat et tout. Mais c'est affectif, c'est émotif, ça ne règle aucun
des problèmes. C'est ça le problème aussi. Voilà. Après, eh bien, Il va falloir discuter, il va falloir après, il amorcer faut parler, une autre étape, ouais. il faut s'exprimer, il faut tenir la route. C'est ce que vous avez montré, que vous étiez une femme qui vous aviez votre désir, votre volonté. Et puis petit à petit, il va falloir échanger des mots pour que la parole circule et pour que vous portiez, vous et votre mari, cette réconciliation. Que ce ne soit pas le poids de Yasmine. Qu'elle ne soit pas obligée toute sa vie de représenter la réconciliation familiale. Ouais, mais si, c'est lourd à vivre, ça c'est sûr. Ouais. Alors Nathalie, je reviens sur votre histoire. Donc, je rappelle qu'1 an après le deuil de votre maman, qui a été un énorme choc, qui a même provoqué une fausse couche, vous avez à nouveau attendu un bébé. Mais là, votre compagnon ne voulait plus de ce bébé. Non, il n'était pas prévu. Ah, la première fois non plus Non alors plus. Et Bon. je ne savais même pas que j'étais enceinte quand il y a eu cette fausse couche. C'est la fausse couche qui m'a appris la grossesse. Oui. Ah, Et en fait, on avait 4 ans d'écart et puis il n'était pas prêt à avoir un enfant. Donc voilà, il m'a imposé le choix. vous étiez en plein deuil, vous? Oui. C'était très dur parce que maman, en fait, représentait un peu tout le ciment de la famille. Papa était jamais là, il était ingénieur au Moyen-Orient, donc, donc elle était seule avec nous, les 4 enfants, et c'était la famille. Et quand elle est morte, en même pas 9 mois, ça a été un drame. Tout le monde s'est effondré, et puis quand je me suis retrouvée enceinte, en fait, c'était comme un espoir nouveau, quelque chose qui continuait la famille. La vie après la mort, un peu Oui. aussi. Et puis ça continuait la famille, parce que maman partie, plus de famille. On était les 4 enfants désemparés. Vous étiez l'aîné? Oui. Ouais. J'avais 24 ans et puis ma plus jeune sœur avait 18 ans. Mais c'était... Donc vous avez décidé évidemment de garder l'enfant. Pour vous, il n'y Voilà. avait pas de doute possible? Ah non, aucun. Non, non. Et puis en plus, je me rendais compte qu'il avait besoin de sa liberté, son père biologique. Donc c'était pas... J'ai pas hésité, non. Voilà. Vous avez vécu la grossesse toute seule? Oui, et en Enfin, avec plus, vos frères et papa m'a sœurs. coupé les vivres. Pourquoi? Il voulait pas d'enfants Ah oui. dans la famille. C'était un petit peu le même cas. Il refusait complètement qu'on puisse devenir des mères à notre tour. Et il n'a pas pu supporter cette image-là. Et donc, vous avez été vraiment seule? C'était Oui. difficile? Non, non, parce qu'en fait, entre sœurs, on était très soudés, donc on s'est beaucoup aidés. Et puis, depuis la mort de maman, je m'occupais déjà de un peu tout le monde. Donc Eh c'était ouais. une Vous continuité. étiez déjà une deuxième maman qui devenait maman. Ouais. Ça, c'était bien perçu par toute votre famille? Oui. Pour elle aussi, le bébé, c'était un grand message d'espoir, en fait. Qui, elle? Eh ben, pour mes sœurs, c'était un grand message d'espoir, ce bébé. C'était quelque chose qui donnait envie de continuer à vivre, en fait. Mais je crois que vous avez même un frère handicapé Oui, oui. qui a très très mal vécu. Racontez-nous la période, évidemment, du décès de votre maman. Ben, à l'annonce de son cancer, en fait, il a sombré dans un état dépressif. Il est devenu très violent et a dû être interné en hôpital psy pendant plus d'1 an. Et quand il a appris ma grossesse, il a pris sur lui de redevenir, entre guillemets, normal. Et il a fait le retour dans la vie active avec nous. Il a eu un studio, il a revécu, en fait, en ville. Et plus dans une enclave protégée. C'était... Alors, vous avez rencontré un homme assez rapidement après Oui, la naissance de votre fils. C'était un ami de ma petite sœur. Et elle me voyait un petit peu seule, alors... Vous aimez bien les petits jeunes, vous, Nathalie? Non, il a que 2 ans de moins que moi. Quand même. Et puis elle m'a invitée à des soirées où il était là. Et puis voilà, il s'est investi dans la grossesse, en fait. Ah oui, dès la grossesse? Oui, il fallait monter les meubles, les lits, les armoires, les Ça choses rapproche, comme ça. ça. Oui. Mais on a vraiment vécu ensemble que 6 mois après la naissance de David. Ouais. Il l'a reconnu Je après? voulais pas me tromper et lui non plus. Voilà. Et il a reconnu David? Oui, il l'a reconnu. Au bout de quelques temps, on s'est d'abord installé tranquillement dans une vie de couple. Puis après, il l'a reconnu. Et puis maintenant, vous avez 4 enfants. Et oui. Comme votre maman. Oui. Hein, il y a une sorte de continuité quand oui, même. mais hein. ça, je le ressens complètement. C'est vrai? Ça, oui. Et c'est vrai que le poids du deuil, il ne faut pas le faire reposer sur son enfant. Et ça, c'est vrai. En même temps, vous dites que vous d'avoir retrouvez 4 beaucoup enfants. votre mère en Oui. vos enfants. En fait, En elle quoi est morte, mais c'est différent. C'est comme si elle était complètement parmi nous, dans les enfants. Ils ont des mimiques, des expressions. À elle. Oui. Et ce qui est bizarre, c'est que David, peut-être qu'on en parlait pendant que j'étais enceinte ou au tout début de son enfance, mais il reconnaissait des objets ayant appartenu à maman. C'est troublant, ça, non? Oui. Bah, surtout une fois où ma sœur portait un collier dont aucune de nous savait à qui il appartenait. Et lui, il a dit à maman.
Et puis quand papa est revenu de voyage, on lui a demandé et il a confirmé. Donc c'était un peu étrange. Oui. Évidemment, vous regrettez qu'il n'ait pas connu leur grand-mère, Oui, vos enfants. oui, mais bon, on en parle. Il y a quelques photos, pas trop, et puis il y a un anniversaire qui marque sa mort. Donc à ce moment-là, c'est une journée où on pense plus particulièrement à elle. Donc à ce moment-là, ils peuvent dire ce qu'ils ressentent. Ouais. Mais, Ça doit être étrange parce qu'ils ne l'ont pas connue quand même. Non, mais c'est bizarre parce qu'elle est, Elle est partout. Oui, il y a un sentiment de présence, oui. Maryse, Oui. quel rôle joue un bébé quand on n'a plus sa mère, qu'on va être maman? Un enfant nous fait mère. Alors, dans votre histoire, c'était une famille qui s'est retrouvée sans mère. Il y avait besoin d'une mère. Et d'ailleurs, vous avez dit, en gros, elle a été emportée en 9 mois. Oui. Oui, 9 mois, c'est le temps d'une pas grossesse. 10. J'ai souvent fait la relation. Bien sûr. Donc voilà, il y avait besoin d'une mère. Cette famille s'émiettait, se dispersait, et il fallait une mère qui réunisse la famille. Donc ça a été vous, et ça a été le travail psychique de David. Et puis ensuite, mère, vous avez voulu être aussi parente, c'est-à-dire avoir un couple. Et donc les choses se sont bien construites. Alors en général, effectivement, la naissance, c'est la vie, et la vie à la fois nous console et nous fait accepter la mort. Parce que la naissance, c'est la vie, donc c'est la mort aussi. C'est cette continuité de nos existences. Donner la vie à un enfant, c'est lui transmettre la vie, c'est avoir l'émerveillement devant soi, de ce surgissement d'énergie, mais en même temps, quand on transmet la vie à un enfant, on sait qu'il va grandir, partir, mourir. Et c'est constamment ce lien entre le chagrin du départ et de l'absence, et de ceux qui sont partis, qui nous ont précédés, et l'émerveillement de ceux qui viennent. D'ailleurs, c'est un peu absent dans la société occidentale, mais dans d'autres sociétés, on prête au bébé... On lui donne le nom des ancêtres. Oui, comme s'il transportait l'âme à nouveau. Oui, c'est ça. Bon, il y a une tradition qui donne le prénom de la grand-mère. Enfin, nous avons des équivalents beaucoup plus légers, bien évidemment, que dans certaines traditions africaines où l'enfant porte vraiment avec le nom, l'identité de l'ancêtre. Mais bon, là encore, c'est pas la naissance d'un enfant qui va nous faire réussir notre deuil. Non, au contraire. C'est vrai, au contraire, Nathalie? Ah oui, ça a duré 14 ans. Hein. Voilà. Ah oui. En fait, j'écris beaucoup. Et moi, c'est dans l'écriture que j'ai pu vivre mon deuil. Revivre les moments du deuil, et puis les expurger un petit peu. Parce que sinon, c'est pas un enfant, non. Et il ne faut pas, je crois. Non, parce que l'enfant, lui, effectivement, il apporte la joie. Et faire un deuil, c'est pleurer. Faire un deuil, c'est laisser venir le chagrin. On ne peut pas faire un deuil si on ne se laisse pas prendre par le regret, par les émotions, par les pleurs, par le manque. Et c'est vrai qu'il y a des moments, quand on est enceinte, quand on accouche, quand on a un bébé, on a bien assez de raisons de pleurer parce qu'on est épuisé, parce que les hormones, parce que la fatigue, parce que l'angoisse, parce qu'on ne réussit pas. Quand se mêle en plus c'est pas le moment, on ne pleure pas nos morts. On les met dans un coin de notre tête et on se dit je les pleurerai plus tard. Quelquefois, ce plus tard ne vient jamais, et c'est à l'occasion d'une dépression, quand il y a quelque chose qui craque dans la vie, à ce moment-là, on se met à pleurer tous nos morts qu'on n'a pas eu le temps de pleurer avant. Donc l'enfant n'aide pas à pleurer, mais il aide à donner un sens à la vie. Reste qu'il ne faut pas oublier de pleurer. Ouais. Bon, on passe maintenant au témoignage d'Aurélie. Aurélie. Oui. Alors vous, c'est la naissance de votre enfant qui a permis de renouer avec votre famille, et puis votre conjoint aussi avec la sienne. Oui. Qu'est-ce qui s'était passé au départ avec votre famille? Eh bien, moi, mon père a eu un accident, il a eu une rupture d'anévrisme au volant. Et en fait, c'est moi qui ai reçu le coup de téléphone comme quoi il était à l'hôpital. Oui. Ma mère n'était pas là, donc j'ai attendu. Ils étaient divorcés, donc j'ai attendu. Puis arrivé le soir, j'ai oublié la commission. C'est pas vrai. C'est bizarre comme acte manqué, ça. On m'a juste dit, il y a un accident, il y a eu un petit accident. Ah bon. On m'a pas expliqué donc moi, je suis partie dans ma journée et puis j'étais assez jeune, donc. Puis au bout d'un moment, dans la soirée, j'ai fait, ah tiens, en fait, on a reçu un coup de téléphone. Mais j'ai fait, mais t'inquiète pas, ça doit être rien. J'ai banalisé le truc. Bon, après, on a appris qu'en fait, compte, c'était assez grave. Et quand on a été à l'hôpital, j'ai vu l'état qu'il a été. Et donc, il était dans le coma. Donc, il a été paraplégique.
Donc moi, je voyais bien, je me disais, bon, bah, il va se réveiller, il a quoi, 52 ans, handicapé. Je me suis dit, pour lui, j'ai fait, vaudrait mieux peut-être qu'il meure. Malheur, j'aurais pas dû dire ça, parce que ma mère était effondrée. Pour elle, c'était pas possible. Elle aurait jamais dû divorcer. Elle prenait tout pour elle. Et en fait, elle s'est confrontée à moi. Ça l'a pas fait. C'était du genre, oui, mais toi, tu l'aimais pas. Toi, ça te fait rien. Il n'est pas mort sur le coup. Non, non, du tout. Et il a été 3 ans comme ça en maison de rééducation. Et ça a été assez long. C'était à l'origine de votre séparation avec votre maman, en fait. Ben voilà, donc on s'est il devait y avoir séparés. quelque chose qui couvait, mais bon. On m'a dit que ça a Petit été à le petit, il y a clash. eu le froid. Puis là, moi, je ne revenais pas vers elle. Puis elle, comme elle n'était pas bien, elle ne faisait pas l'effort non plus de revenir vers moi. Donc petit à petit, on ne s'est plus parlé. Et puis, Vous êtes partie dans un foyer à 18 ans? Voilà. De votre propre chef? Oui, oui, bien sûr. C'était pas trop dur? J'ai dit, de toute façon, je me suis dit, rester là, pas se parler, plus se voir, puis avoir envie de se croiser dans les couloirs, c'était pas la peine. Vous avez des frères et sœurs quand même? Oui. Je suis la 7e de 8. Ah oui. Donc, puis bon, Vous avez rompu avec tout le monde? Disons qu'ils n'étaient pas tellement d'accord. Eux, c'était un petit peu, c'est à toi d'aller vers elle. Puis moi, c'était l'adolescence, j'étais têtue. Il n'y avait pas moyen que je refasse un pas. Donc, je dis, puisque c'est comme ça, je m'en vais. Et qu'est-ce qui s'est passé pour Willy, votre compagnon, pour qu'il soit aussi dans le foyer? Willy, en fait, ses parents ont divorcé, il était assez jeune. Il est parti vivre chez sa mère. Ça ne s'est pas bien passé parce qu'elle n'arrivait pas à s'en occuper. Donc, ils sont retournés vivre chez le père. Mais entre eux, pas de chance, il a eu une compagne, une compagne assez jeune, avec qui il allait refaire des enfants. Et les enfants n'ont pas très bien... Enfin, lui, sa sœur, il n'a pas très bien accepté, donc il ne l'intégrait pas. Puis comme avant que ça aille au clash, le père, il a préféré dire, puisque c'est comme ça, c'est fini, je vous place. Ça a joué dans votre rencontre, vos deux histoires respectives? C'est-à-dire que moi, je n'osais pas parler de moi. Je préférais être... j'osais pas non plus m'initier dans des aventures longues. Oui. Tout ça parce que j'estimais que voilà, quoi, j'étais comme un cas. Quoi. Je me suis dit, quand les gens vont connaître, vont partir. Ah ouais, c'est clair, ils vont fuir. Et puis lui, quand j'ai appris ça, j'ai dit, ah bon, tiens, tu peux comprendre. Ouais. Et petit à petit, on a commencé à se comprendre, à se raconter. Et puis on ne s'est plus quittés. Et vous avez eu des enfants super jeunes, hein? Oui, parce que 5 mois après, on vivait ensemble déjà. Vous aviez 20 ans quand Enola est née? Oui. Willy, il en avait 19? Oui. C'est pas trop dur? Non, du tout. C'était une façon de reconstruire une famille qui n'existait plus? Ah ouais, nous, on avait envie. Nous, c'était... on s'est dit, voilà, on est tous les deux, on va en faire une. Hein. Et puis voilà, c'était notre petit bébé. On rêvait que ça, on a essayé, on attendait que ça, de l'avoir. Et à quel moment avez-vous revu votre maman? Eh bien, en fait, pendant la grossesse, la fin de la grossesse, donc j'ai appris qu'il était mort. Qui, votre père? Mon père, pour l'enterrement. Et on m'a dit, ce serait bien que tu viennes. Bon, j'ai dit, je vais y aller, mais Willy, tu viens avec moi. Et j'y suis allée. Donc, mes frères et sœurs sont venus me voir direct, comme ça, on s'est parlé. Mais ma mère est restée en recul. Et puis, donc, est passée la cérémonie. Donc, moi, je voulais repartir après. Et puis, on m'a dit, non, tu viens après. Voilà, il y a un petit café, il y a un petit truc après, quoi. Bon, ils ont bien insisté, j'y suis allée. Et puis, on ne s'est pas parlé. Puis, c'est vers la fin, quand elle voyait que j'allais partir, elle est venue me voir et puis elle me fait, alors, t'es enceinte? Oui. Ça se voit. Elle me fait, tu me montres. Puis après, elle a voulu savoir où est-ce qu'on vivait et tout. Puis pour le bébé, quoi. Bon, et petit à petit, les liens se sont renoués. Et à l'accouchement, elle était présente? Ouais, elle est venue juste après. Willy, petit à petit, quand il a vu ma mère, il a senti qu'elle est... Voilà, ça lui a bien plu. Puis petit à petit, en cachette, il y allait. Ah bon? Il allait la voir. Il me le disait pas. Willy? Il allait voir votre maman? Il allait voir ma mère pour lui parler et tout. Il est top. Ouais, là-dessus. Non, franchement. Il essayait. Puis moi aussi, de mon côté, j'essayais avec sa famille. Et j'étais là, et oh. Et puis voilà. Et petit à petit, les liens se sont renoués? Eh bien, juste vers les derniers moments de l'accouchement, juste avant l'accouchement, en fait, on m'a dit, tiens, vas-y, va chez elle. Donc, on m'a poussé, et puis j'y suis allée une fois. Puis après l'accouchement, c'est là qu'il a été la chercher. Donc, ils sont tous venus. C'était émouvant pour vous? Ouais, parce qu'en fait, quand on a le bébé, on est là et on a envie qu'une chose, c'est de le montrer, quoi. Ouais. On a envie de, tiens, regarde ça, c'est mon bébé. Ouais. Regarde comment on a fait notre vie, comment on a réussi, comment on est deux. Et aujourd'hui, vous en êtes où alors avec eux?
Eh ben, on en est au deuxième. On a fait C'est le pas deuxième. ça, avec vos familles. Ah, avec la famille, ça se passe très bien. Petit à petit, ça l'a fait. Avec les enfants, en fait, compte, petit à petit, il faut les montrer les enfants. Et pareil pour Willy et sa famille? ça a été un peu plus dur d'accepter les enfants quand même. Hein. Ça a été un peu plus dur. Parce que, lui, il était jeune papa. Donc, et puis, il ne voyait pas son fils comme étant assez mûr. Il ne l'a pas vu passer le cap de l'adolescence. Donc, pour lui, il était trop jeune, quoi. Ouais. Puis il fallait le faire accepter que il va falloir être grand-père et puis qu'il est mûr et lui aussi est papa, il est responsable. Il faut lui parler comme tel. Voilà. Il y a un moment, ça a mis le point sur la table et puis on a fait bonne explication. Ça, c'est bien, et puis maintenant, on va, dès qu'on peut y aller, on y va, on se voit souvent. Bon, Maryse, quand on a été séparé de sa famille et qu'on devient soi-même parent, c'est réparateur? Oui, réparer la famille, faire une famille, en faire une meilleure. Quand on a souffert, ça fait partie de l'inconscient, des fantasmes, des désirs secrets de beaucoup de couples. Quand on a souffert dans son histoire familiale, on se dit, je vais faire une famille, et la famille que je vais faire, elle va rendre les enfants heureux. Alors, en plus, dans votre histoire, c'est chargé. Le processus psychique de réparation est toujours lié à de la culpabilité et lié à de la dépression, quelque chose qui passe pas bien. Alors, dans votre histoire, autour de votre père, il y a une espèce de halo de culpabilité. La culpabilité du messager, on la connaît bien. Ouais. Quand on annonce une mauvaise nouvelle, on prend une part de la négativité de la mauvaise nouvelle. En plus, le fait d'avoir attaché peu d'importance à cet accident et ensuite d'avoir dit, tant qu'à faire, il peut mourir. Votre agressivité, votre agressivité, l'agressivité naturelle de toute fille par rapport à son père est sortie d'une façon non contrôlée. Et ça a été très mal vécu, bien évidemment, par votre mère. Mais vous-même, malgré vos sourires, vous avez dû vous sentir extrêmement coupable de toutes ces choses-là. Alors, la culpabilité, ça peut nous pousser à répéter des choses négatives, et puis ça peut nous pousser aussi à créer des choses belles. Et donc, vous avez voulu créer une famille, et créer une famille, c'était effacer un petit peu ce que je me suis dit aussi, c'est que mon passé, c'est mon passé, mais le passé de mon enfant, c'est moi qui le fais. Donc j'ai intérêt à... Voilà, son futur passé, quoi. C'est moi qui le fais, donc il n'était pas question. Les adultes, c'est les adultes, et les enfants, c'est les enfants. Bon, je vous propose de découvrir une nouvelle histoire. Il s'agit encore d'un bébé réparateur, malgré lui. Jérôme était atteint d'une leucémie quand son petit frère Julien est né. Comme Julien était génétiquement compatible avec son frère, une greffe de sang du cordon ombilical a été réalisée et a permis de soigner Jérôme. Un immense soulagement pour Chantal et Eric, les parents. 3 ans plus tard, Léa vient renforcer la famille. C'est un reportage à Cosne-sur-Loire de Marion Wegrove et de Patrick Range-Tardito. Quand Jérôme avait 3 ans et demi, Jérôme était régulièrement enrhumé. Bon, il était fragile un petit peu au niveau pulmonaire, choses comme ça. Il était suivi par une pédiatre. Le premier diagnostic a donné dans les résultats sur notre région qu'il y avait un souci au niveau de sa formule sanguine. Bon, après, on est monté sur Paris ou à l'hôpital Trousseau qui ont approfondi les examens et ont diagnostiqué une leucémie myéloplastique. C'est la leucémie des adultes. Et c'est pas souvent que des enfants la contractent. Mais bon, ça arrive. Jérôme, tu viens mettre la tarte dehors pour qu'elle soit plus fraîche? Ouais. Je vais remettre le traitement ensuite a été très dur. Il a déjà fait 2 mois en chambre stérile, là. Oui. 2 mois. Avec la chimio, tout ça. Ils traitent une première fois la maladie en elle-même pour éliminer un maximum de cellules cancéreuses. Et ensuite, ils ont deux traitements successifs. C'est tout ce qu'il y avait à faire? Pour l'instant, oui. On fera les yeux tout à l'heure pour l'entrée. D'accord? Avec mon mari, on voulait un 2e enfant. Bon, quand Jérôme est tombé malade, on a dit, c'est pas le moment, il va y avoir trop de choses à prendre en considération. Et puis... Il est venu quand même. Bon, c'est vrai, ça faisait beaucoup de choses, parce que Jérôme était en début de maladie. En fin de compte, Julien est arrivé en novembre, donc 93. Julien, tu viens mettre la table avec Léa, s'il te plaît? En discutant avec d'autres parents, on a
on a parlé des greffes de cordon ombilical. Et on s'est renseigné dans le service à cette époque-là, avec le docteur et tout, et c'est là qu'on a décidé qu'on pouvait éventuellement garder le sang du cordon ombilical à Julien, quoi. Quand on a demandé le prélèvement du cordon ombilical, Jérôme était en rémission. La rechute de Jérôme a été un an après la naissance de Julien et du prélèvement du cordon ombilical. C'est la greffe de cordon qui va sauver Jérôme. On a mis 1 an pour que sa moelle produise elle-même ses plaquettes et ses globules rouges. Il y a eu pour Jérôme beaucoup de complications quand même. Ça a été très lourd. Mon épouse était en permanence là-bas, quoi. Et puis, moi, je faisais tourner l'entreprise. Et puis, mes parents habitant Bourges, ils venaient garder Julien à la semaine, quoi. Bien souvent, même, je suis peut-être descendu 2-3 fois dans la semaine. À des moments où ça allait pas très bien. Des nuits de 3 heures de sommeil, quoi. Le fait qu'il y ait eu cette greffe, finalement, du cordon ombilical, au cordon, Julien, à ton frère, ça change quelque chose entre vous? Bon, non. Non. S'il n'aurait pas été là, je serais pas là. Toi, tu trouves pas? Non. Bah. Je sais pas. Non. Je pense quand même que avec mon frère, on aura un lien un peu, je pense, plus fort en tous les deux. Julien, je pense qu'il a eu un peu l'impression qu'il a été le mal-aimé de la maison, quoi. Parce que nous, on n'était pas là. Et puis, il y a eu un manque, quoi, de toute façon. Il y a 2 ans et demi, il a été... si vous voulez, pendant 1 an, il n'a pas vu sa mère, quoi. À 2 ans et demi, c'est un âge qui est très fragile. Et donc, moi, en tant que maman, en plus, je l'ai laissé à cet âge-là où il n'aurait pas fallu, mais bon, il n'y avait pas le choix. Puis là, c'est Julien qui nous avait rendu visite. Ouais. Ça a pris presque 10 ans de notre vie, 10 ans, pour que Jérôme commence un petit peu à sortir un peu de tous les tracas de santé. On peut se dire qu'on est chanceux parce qu'il est toujours parmi nous. On peut dire que la vie, elle est là. Que Julien est arrivé, même que j'en voulais pas, il est arrivé. Donc on peut dire qu'il y a la destinée et que quand même, c'est vrai, là, ça a sauvé Jérôme. J'espère que c'est bien presque fini, et puis de rattraper le temps perdu, et puis de faire un métier. Mon métier, je voudrais faire ébéniste, et puis de rattraper le temps perdu. En tout cas, merci à toute la famille d'avoir partagé ce témoignage. On sent qu'il y a encore, c'est encore fragile tout ça, hein. En même temps, Maryse Vaillant, c'est normal, quoi, quand un bébé, quand un deuxième enfant arrive sans qu'on l'attende et qu'il arrive à sauver la vie du premier, ça c'est une belle histoire de réparation. Oui, c'est une Il n'a rien fait en même temps. Voilà, enfin, c'est ça. Il n'a rien fait. Il est arrivé alors qu'on ne le désirait plus, puisque le projet de faire une grande famille avait été cassé par la maladie. Moi, ce qui me semble fort dans cette histoire, c'est à quel point la maladie d'un enfant va vider, va complètement dévaster toute une vie de famille. Mais là, on parle du bébé réparateur. Voilà, oui, non, mais justement, donc, à partir du moment où la famille est complètement dévastée, si elle survit, c'est que quelque part, quelque chose prend le relais. Alors, quelque chose, quand c'est un enfant, c'est pas quelque chose, c'est une personne. Alors, le sang du cordon de cet enfant, c'est pas lui qui l'a donné. On lui a rien demandé. Il est joué dans une aventure extrêmement complexe. Vous savez, dans la vie, tout ce qui nous arrive, on peut tout digérer.
Moi, je crois réellement. Ouais. Ah oui. À la résilience. Et oui. Et je crois que le petit Julien, à partir du moment où les choses sont dites, il entend des phrases très dures. C'est vrai qu'il entend sa mère dire « je n'en voulais pas hein ». Et il a sauvé le frère. Comme si sa vie n'avait pas de poids pour lui tout seul. Il va falloir qu'il fasse avec ça. Il va falloir qu'il construise son existence indépendamment du service qu'il a rendu, malgré lui, à son frère et à sa famille. C'est tout le poids de nos existences, de faire avec la charge généalogique, la charge psychique. On porte ses valises et on porte celles des autres aussi. Et bien voilà. Ouais. Et toutes nos vies, quelle que soit notre histoire, on a à faire avec ce que nos parents ont investi dans notre naissance ou dans la naissance du frère aîné. On va voir justement que le danger, c'est que le rôle soit un petit peu lourd à porter. Nouraine, vous n'avez pas peur de temps en temps que ce bébé réparateur, qu'est Yasmine, parce qu'elle a vraiment chamboulé votre existence et réparé beaucoup de choses, soit trop lourd à porter? En fait, j'y pense pas vraiment encore, en fait. Ouais, elle est petite, oui. Mais, ouais, elle est petite, hein. Mais peut-être que je lui expliquerai les choses de sorte à ce que, justement, elle conçoit que c'est pas un poids pour elle, en fait. C'est quoi, c'est grâce à elle? Vous envisagez un autre enfant? Ouais, bah oui, bien sûr. Hein. Elle a crié moins, hein. Oui, non, mais... un autre enfant aussi magique. Oui. Voilà, un autre enfant aussi merveilleux. Voilà, il y a une promesse d'une même intensité pour le deuxième enfant. Oui, exactement. J'ai pas envie qu'elle... Enfin, même à mon prochain enfant, j'ai pas envie de lui faire sentir que Yasmine, elle a été vraiment quelque chose de plus. Oui, c'est ça. Attention, le premier enfant, c'est le premier enfant. Ça suffit déjà. Voilà, ça suffit déjà. Mais j'essaierai de faire en sorte, qu'elle n'ait pas ce poids à porter parce qu'elle n'a pas à le porter. Ouais. Et vous, Nathalie, est-ce que vous sentez que vous avez très investi votre relation avec David, votre aîné? Pendant 4 ans, oui. Oui, parce qu'il y a 4 ans entre chaque enfant. C'était pas prévu, mais voilà. Et en fait, à chaque grossesse, il se passe des choses. Et en fait, on réinvestit d'une autre chose, d'un autre processus. C'est comme si une nouvelle vie redémarrait à chaque grossesse. Donc, mais vous n'avez pas mis tout le poids sur David? Non, parce que j'avais conscience de ce qui pouvait impliquer. Danger. Et j'ai fait attention à ça, oui. D'accord. Oui. Et vous, Aurélie, on sent bien que vous faites attention à maintenir vos enfants hors de ces histoires d'adultes. Oui. Ouais. Oui, parce qu'ils n'ont rien à voir, les enfants, là-dedans. Mais quand même, ça vous a permis de renouer des liens avec eux. Ah oui, j'admets que sinon, je ne sais pas combien de temps ça aurait pu durer, quoi. Bon, Maryse, comment on peut faire pour ne pas surinvestir ce bébé? Pour le protéger justement de ce poids-là. C'est difficile. Quand on protège un enfant du surinvestissement, on a tendance à mettre trop de distance. Il y a des tas de comportements. Quand on veut se protéger de soi-même, en général, c'est la catastrophe. Parce qu'on peut alterner des moments de totale captation, parce que c'est le chéri du rêve et tout, puis des moments où on est lucide, on se dit non, il ne faut pas. Bon, la meilleure chose à faire, c'est de vivre. C'est facile à tout dire. Simplement. Oui, mais de toute façon, quoi qu'on fasse, quand on est parent, on ne fait pas le bonheur de nos enfants. Non, c'est terrible. Non, mais c'est vrai que c'est terrible. Donc, quand on est parent, il faut vivre, essayer de le faire avec intelligence, discuter, quand on est mère, avec le père, essayer de respecter l'enfant, c'est une personne, et puis accepter la déception. On est toujours déçu par nos enfants, et c'est bien parce qu'on est déçu qu'on peut être enchanté par les surprises que leur personnalité, leur caractère, leur histoire. Donc quand on est parent, on est toujours déçu. Quand on est parent, on ne peut pas faire le bonheur de nos enfants. Et quand on est enfant, eh bien, on a toujours quelque chose à reprocher à nos parents, y compris cette place fantasmatique, y compris tout ce qu'ils ont investi sur notre naissance. Alors, ce n'est pas aux parents qu'on peut donner des conseils. C'est plutôt aux enfants. Quand ils vont devenir grands, eh bien, il faut faire avec notre histoire. Comment est-ce qu'on peut leur... Comme Nathalie, comment est-ce que vous parlez de cette période avant de tomber enceinte de David? Comment est-ce que vous lui parlez de ça? Parce que maintenant, il est vraiment en âge de comprendre. Il a 13 ans. Il y a les photos. Donc, il y a les albums de photos. Ça, mais vous lui dites tout le bonheur que vous avez eu? Oui. Vous le faites participer à toute cette aventure qu'il a lui-même créée, quoi. Je crois que maintenant, il n'y a plus tellement... Enfin, on essaie de lutter contre les secrets dans les familles qui font du mal. Puis il n'y avait pas de secret à avoir, attendez. Eh bien, ça peut être un secret de vivre le deuil de sa maman, que le père géniteur est préféré partir. Ça peut enclencher des secrets. Et il n'y a pas des fois où il vous dit avec mamie, c'est bon, lâche-moi. Non, il vous dit pas ça? Non, parce qu'en fait, on en parle très peu. Hein. Juste quand on feuillette des albums, il suffit de pas cacher. Ou une fois par année, quand on fête entre guillemets l'anniversaire de sa mort, voilà. Mais sinon, le reste du temps, on n'en parle pas tant que ça. Et vous, Aurélie, vous en avez parlé, il a 3 ans. Hein. Oui, il a 3 ans. Il a 3 ans, votre aîné, mais
Vous parlez un petit peu de ce qui se passait avant quand vous étiez au foyer? Pas encore. Hein. Non, vous comptez le faire un jour? C'est dur. C'est dur parce que j'ai envie de lui montrer que c'est comme ça qu'il faut réagir, il ne faut pas rester entêté, et puis voilà. Ça y est, vous avez fait un travail sur vous, en fait. Et j'ai envie aussi de lui montrer que des fois, c'est pas toujours simple, et puis... Vous trouvez pas qu'on est plus cool aussi avec sa propre mère quand on devient parent, qu'on comprend plus de choses? Ouais, on admet beaucoup plus de choses. On admet beaucoup plus de choses. On admet que malgré qu'il y ait un divorce, ils peuvent souffrir alors qu'ils étaient divorcés. Au début, je trouvais ça... bizarre, vraiment bizarre. Puis maintenant, je me dis qu'avec mon conjoint, en fin de compte, vous avez le sentiment que c'est votre maman qui s'est rapprochée de vous, ou c'est vous qui vous êtes rapproché de votre maman le plus? C'est pareil, je pense. C'est pareil. Et vous, Nouraine? Je suis tout à fait d'accord. C'est vrai que quand on devient mère, on arrive plus facilement à comprendre sa propre mère. Et mais elle a envie de vous protéger, général, quoi, voilà. en fait. C'est vrai, tout ça, c'est une question de protection. Et en fait, j'ai l'impression qu'à partir du moment où je suis devenue mère, je suis devenue aussi adulte. Ah oui. Parce que les relations changent après. C'est vrai qu'avant, j'étais chez mes parents. Donc, même si j'avais 24 ans quand je suis tombée j'avais 24 ans quand je suis tombée enceinte. J'étais étudiante. Je rentrais chez moi, je me foutais un peu de ce qui se passait. Je me mêlais de rien. Je faisais ma vie d'adolescente, d'étudiante, quoi. Et à partir du moment où je suis tombée enceinte, ça a tout changé. Je réagis... Des fois, j'ai l'impression que quand je parle avec Fabrice, j'ai l'impression de voir ma mère parler avec mon père. Ça fait flipper, hein. C'est horrible. La dernière fois, je disais à mon frère, mais c'est horrible, quand maman elle parle à papa, j'ai l'impression que c'est moi. Bon, quoi qu'il en soit, ces bébés réparateurs vont nous en mettre plein la vue à l'adolescence, il faudra faire avec. Merci d'avoir été avec nous, je vais retrouver Nathalie Le Breton. Merci. Merci. Bonjour Nathalie. Bonjour Karine. Oh, c'est chouette la vie. Mais oui, c'est formidable quand on a la chance de pouvoir avoir un bébé ou d'en adopter un. Effectivement, ça change la vie, c'est ce qu'on ne cesse de dire aux maternelles, bien sûr. Mais au fond, je crois que l'enfant réparateur, il a existé, il a toujours existé. Il y a dans le vocabulaire, je ne sais pas si vous vous souvenez, l'enfant de remplacement, hein, celui qui venait en remplacement d'un enfant décédé auparavant. Et aujourd'hui, la médecine nous pousse au bout de tout ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez l'enfant réparateur, l'enfant de remplacement, et à l'heure actuelle, on se pose la question de l'enfant remède. C'est l'objet, je rebondis sur le document image que nous avons vu. C'est-à-dire qu'effectivement, on se pose la question avec la médecine au moment du diagnostic préimplantatoire, et on se dit que l'autre enfant va pouvoir sauver un enfant. Donc, il y a des questions d'éthique qui sont maximales. Oui, parce que là, on décide de le le faire, cet enfant. Alors que là, il était arrivé par hasard. Absolument. Mais là, si vous voulez, au niveau éthique, la commission d'éthique a posé le problème. C'est-à-dire qu'en aucun cas, on peut considérer l'enfant comme un objet, comme un moyen, et que le désir d'enfant doit être là au préalable. Alors ça, c'est de la théorie, parce que les gens, ils peuvent vous dire... Mais ils sont en train d'essayer de garantir cette terrible possibilité qui est là, parce que imaginez le rebondissement plus tard d'un enfant qui pourra quand même reprocher à ses parents d'avoir été considéré comme un objet. Donc on en est, j'allais dire, au maximum de la réflexion sur l'enfant réparateur. Et je vous le disais, la question fondamentale, c'est bien faire attention à ce que l'enfant ne devienne pas un moyen et qu'il reste une fin en soi. Et j'ai le sentiment aujourd'hui, c'est ce que vous disiez à l'instant, c'est-à-dire que à partir du moment où on est dans la possibilité de désirer notre enfant, de faire un projet de vie avec cet enfant, est-ce que finalement nous ne sommes pas tous des enfants nés de cette génération-là réparateurs? Et est-ce que quelque part, nos enfants ne sont pas systématiquement réparateurs? À partir du moment où vous désirez un enfant, vous êtes dans l'enfant imaginaire. Oui. Vous êtes forcément l'enfant imaginaire est là. Donc à un moment donné, il faut revenir à la réalité. Et c'est ce chemin que Maryse Vaillant nous invite à faire, c'est-à-dire revenir à la réalité de cet enfant et lui donner la possibilité d'être libre, d'exister tout seul, d'avoir sa liberté, parce que derrière l'enfant réparateur, derrière l'enfant imaginaire, parce qu'il y a de ça aussi, tous ces fantasmes qu'on met sur l'enfant, il y a quand même toujours la tentation du mythe de l'excellence, et c'est ça qu'il faut arriver à ne pas mettre, c'est-à-dire le côté zéro défaut, zéro répit. C'est quand même extrêmement lourd à porter, et ce que nous dit notre discussion, c'est que si ces enfants sont des cadeaux de la vie, en même temps, ils ont le droit à l'erreur, et c'est bon de se rappeler ça régulièrement dans cette émission qui s'appelle Les Maternelles, c'est-à-dire l'enfant a un rôle
rôle dans la continuité de la filiation. Il est aussi un rouage du passage, mais qu'il a la possibilité, il a sa liberté de s'inventer, de créer, de devenir lui-même un créateur. Et c'est ça. Ça paraît tellement simple, c'est totalement philosophique, mais c'est extrêmement compliqué à faire. Alors, les livres vont dans ce sens-là ce matin. On commence avec, pour moi, ce qui est un des livres pas fondateur, mais essentiel sur ce sujet, qui s'appelle « L'enfant être du devenir ». C'est un petit RS, vous savez, cette collection, c'est un livre très facile à dire, qui nous dit bien que le désir d'enfant est porté par les parents et non pas pour les parents, c'est-à-dire qu'il a à inventer sa vie et que si l'enfant n'est ni un besoin ni une nécessité, il va pouvoir écrire sa vie et surtout il va pouvoir se séparer. Parce que l'enjeu qui est là dans cette grande discussion ce matin, c'est ça. C'est-à-dire que l'enfant puisse vivre indépendamment de ses parents et se détacher. D'où le prochain livre qui est celui le dernier de Marcel Ruffo, « Détache-moi », livre extraordinaire. C'est-à-dire que ça rappelle quand même Oedipe toi-même pour ceux qui connaissent les livres de Marcel Ruffo, parce qu'il est dans l'empathie totale. Il nous raconte ces histoires de patients, de patients qui grandissent, qui vont devoir défusionner, se séparer pour grandir. C'est sorti chez Anne Carrière. Et il raconte très bien, parmi toutes ces histoires, ces mères qui, bon, à un moment donné, le monsieur disparaît pour des raisons X, Y, pas forcément fatales, mais parce que le monsieur ne veut pas assumer. Et donc, la maman qui presque naturellement, on ne peut pas jeter la pierre, on ne peut pas culpabiliser la maman donc qui en fait va s'investir sur l'enfant, le centre de sa vie, son intérêt principal c'est son enfant. Bien sûr l'enfant va grandir et aller mal, il va commencer à étouffer. Comme il va étouffer, sa mère va être encore plus dessus dans la surprotection. Il va falloir sortir et aider l'enfant à se détacher de sa mère. C'est l'histoire de ma vie. Non, je pense que vous en sortez assez bien globalement. Je ne sais pas si vous faites passer un message à maman, c'est ça, aujourd'hui? Non, c'est moi par rapport à ma fille. Ah, par rapport à votre fille. Hervé et Mireille Scala, des ancêtres encombrants, se réconcilier avec son histoire familiale. On a parlé de la résilience ce matin. C'est sorti au Souffle d'Or. Nous avons tous une mémoire génétique, une mémoire psychologique, une mémoire biologique. Et à un moment donné, on a besoin de s'en libérer. On a besoin de faire la paix avec nous-mêmes. C'est aussi faire la paix avec ce qui nous entoure, mais avec nous-mêmes pour arriver à libérer nos potentiels. À cette condition, nous sommes des êtres libres. La psychogénéalogie, c'est quelque chose... si vous, c'est vraiment la biopsychogénéalogie. C'est Ancelin qui est derrière ça, avec Aïe, mes aïeux, etc. C'est quelque chose qui a fait avancer la donne, si j'ose dire. Et puis, puisqu'on est sur les livres vraiment très fondateurs, essentiels cette semaine, Monique Bidlowski, Je rêve un enfant, l'expérience intérieure de la maternité, c'est sorti chez Odile Jacob. Et elle est bien sûr sur la dette de vie. La vie, ça n'est pas un cadeau gratuit, c'est ce que nous dit Monique Bidlowski. Alors c'est un peu dur parce que ça nous fait peser un petit peu la chape davantage. Elle porte en elle-même l'exigence de transmettre ce que nous avons reçu et ça vaut notamment dans le cas de la relation mère-fille. Alors du côté des livres pour enfants, je suis allée davantage sur la famille, le côté tribu, tous les héritages, les petits héritages, vous connaissez ce livre. Alors on commence avec un livre très chouette qui s'appelle Au monde. Isabelle Simon, c'est un nouveau livre sorti chez Thierry Magnier. C'est un livre tout simple et vous allez pouvoir y mettre l'histoire familiale, vous allez pouvoir y mettre ce que, justement, ces petites histoires par rapport à l'enfant, s'il y a une histoire un peu particulière autour de l'enfant. Voilà, donc c'est cet enfant qui est là, Je suis au monde, qui est symbolisé par cette statuette, cette poterie, si vous voulez. Donc c'est un enfant qui grandit, il découvre la terre, il respire, etc. On le voit vivant, avec ici la naissance des saints, l'essentiel. Mes ancêtres me parlent, parce que dans le fait de grandir, il y a bien sûr la présence de nos ancêtres. La terre est ma mère, l'enfant donne du sens à l'humanité, ma tribu et ma famille. Et au milieu de cette tribu qui me ressemble, qui m'a appris à grandir, eh bien, moi, je m'appelle Aboé et j'ai ma particularité et j'appartiens à ce grand univers. Voilà, et je donne du sens à notre humanité. Noneuil, alors il est sympa, Noneuil, je l'aime bien aussi. C'est un livre d'Éric Vrignot, l'album de famille, les éditions du Ricochet. Excellent livre sur nos petits héritages, ce qu'on porte pour arriver à être soi-même et avant d'arriver à être soi-même. Alors voilà ce chien qui
se retrouve à fouiller dans la niche et qui va tomber sur l'album de famille. Il fait un peu de ménage avec toutes les casseroles qui existent. Et donc, il découvre l'album de famille avec toute la famille, les grands-oncles, les grands-parents, etc. Et d'un seul coup, en lisant l'histoire de ses ancêtres, il comprend pourquoi lui, il est comme ça. Il aime travailler en équipe parce qu'il y a un grand-oncle qui est comme ça. Alors lui, c'est le grand-oncle Galou et c'était un constructeur. Et lui aussi, il a envie de construire des piscines. Il y en avait un qui adorait se déguiser. Et lui, bon, pareil. Donc vous comprenez qu'il est en train de faire ancêtre après ancêtre tout ce dont il a hérité pour être lui-même. Et finalement, au bout du compte, eh bien, il a tout ça, rassuré par tout ça aussi, parce que ça compte de s'inscrire dans une filiation. Il va pouvoir gagner sa vie et être libre. J'ai le droit de me taire, je crois. Bon, merci Nathalie. Alors, pour l'instant, c'est Maman d'Europe, la série, on part en Roumanie, mais juste après, je tenais à dire qu'on retrouve Nathalie dans notre séquence spéciale millième, 1000 façons d'être père. Avec un papa qui a vécu une histoire formidable et extrêmement difficile. C'est lui qui a fait le lien entre la mère et l'enfant, puisque la maman est tombée dans le coma au moment où juste après la naissance. Donc c'est lui qui a accueilli sa fille, c'est quelque chose de très sensible, et je le remercie d'être venu témoigner, parce que c'était vraiment pas évident. Mais en attendant, on va aller voir du côté de la Roumanie. Il va changer d'avis. Hein. Il est venu avec sa femme, mais elle n'ose pas venir nous raconter son histoire, donc on va essayer de l'encourager. En tout cas, on va en Roumanie et en Roumanie, voilà, on va découvrir ce qui se passe. Mortalité infantile extrêmement forte, un suivi médical de grossesse un petit peu limite. On a des efforts à faire en Europe. Honneur aux papas des maternelles cette semaine, des papas scotchés, des papas éberlués, des papas engagés, mais ô combien paternels. Et notre papa du jour, eh bien c'est Philippe. Bonjour Philippe. Bonjour. Vous avez une petite fille qui s'appelle Muriel et qui a maintenant 3 ans et demi. Vous nous avez envoyé un mail au moment de sa naissance, puisque comme vous le savez, j'ai gardé absolument tous les mails des pères, et pas seulement des pères d'ailleurs. Et à l'époque de sa naissance, vous nous aviez écrit en nous disant « change, biberon, berceuse, jeu, parole ». Je n'avais pas le droit à l'erreur, car ma femme a été hospitalisée immédiatement après l'accouchement. Alors on ne va pas revenir trop dans les détails de cet épisode qui est encore douloureux pour vous. Aujourd'hui, Karen, votre femme va bien ? Oui, elle va beaucoup mieux en fait. Elle va beaucoup mieux. Bah, écoutez, tant mieux, vous l'embrassez pour nous. Qu'est-ce qui s'est passé ? Vous êtes retrouvé catapulté, père et presque mère aussi en même temps. Oui, c'est-à-dire que voilà, mon épouse a subi un accident thérapeutique lors de l'accouchement, après une césarienne. Elle a été hospitalisée en réanimation pendant une semaine dans un hôpital. Et du coup, c'est moi qui ai dû faire les premiers pas, les premières démarches, qui ai dû prendre mon enfant et puis trouver... Vous étiez séparés, c'est-à-dire qu'elle était dans un autre hôpital que la maternité, absolument, oui, parce que voilà, l'enfant est né dans une clinique et puis mon épouse avait perdu beaucoup de sang suite à une hémorragie, donc elle a été transférée dans un hôpital, mon épouse, dans le coma. Et vous étiez avec la petite à la maternité encore ? Que c'est vous qui avez dormi à la maternité ? Comment ça s'est passé ? J'avais pas le droit de rester en maternité, en fait. Ils n'acceptaient pas les pères à ce moment-là. En plus de cela, dans les maternités, semble-t-il, ils acceptent de garder les enfants séparés de la mère quelques jours uniquement. Ça veut dire que, en fait, 2-3 jours après la naissance, j'ai dû trouver une solution pour prendre Muriel. Vous vous en occupez ? Parce qu'il faut dire qu'elle est arrivée à l'avance aussi, cette petite. Elle est arrivée à l'avance, c'est vrai, oui. Et la chambre était prête, tout ça Malheureusement, non, rien n'était prêt en réalité. Et donc, il fallait faire des travaux pour aménager la chambre. Et donc, je ne pouvais pas la ramener avec moi non plus à mon domicile. Mon épouse ne pouvait pas s'en occuper parce qu'elle était hospitalisée. Et donc, 3 jours après sa naissance... Alors pendant ces 3 jours, moi je faisais de la navette entre l'appartement, préparer la chambre, entre l'hôpital pour aller voir mon épouse durant les heures de visite. Et puis donc je demandais à des amis de la famille d'aller voir Muriel à la clinique pour qu'elle ne se sente pas trop seule. La petite bout de chou. Exactement. Et donc 3 jours après, en fait, ma mère a accepté de prendre Muriel donc à son domicile pour pallier à cette difficulté. Et quelques jours après, en fait, voilà, mon épouse est revenue à elle est sortie de réanimation. Et c'est vous qui avez présenté ? Voilà, c'est ça. C'est moi qui ai présenté Muriel à sa mère finalement.
Et c'est vrai que c'était un moment assez fort où Muriel, j'appréhendais, où j'ignorais un peu comment allait se dérouler le contact. Hein. Et finalement, il s'avère que Muriel a immédiatement reconnu sa mère et j'ai vraiment été stupéfait. Wow. Quoi. Et donc, à la suite de ça, mon épouse est restée encore une semaine à l'hôpital, en chambre classique, quoi. Et ils ont accepté donc de prendre Muriel dans l'hôpital, de la garder donc dans la structure pour enfants, pour bébés, etc. Et moi-même, j'ai fait installer un lit dans la chambre de Karen. Et donc on a passé une semaine, pour ainsi dire, comme ça, ensemble dans quel sentiment vous étiez? Vous avez eu le sentiment d'en profiter quand même de cette petite fille qui vous est arrivée dans un contexte si difficile, dans le contact que vous avez lié avec Muriel? Non, j'ai pas le sentiment vraiment d'en avoir profité entièrement. Premièrement, les premiers temps, j'étais très très angoissée, parce que la vie de ma femme était en jeu, était en danger. Elle a failli perdre la vie, donc en fait toutes mes pensées allaient plutôt, je dirais, la partie de mes pensées allait vers ma femme. J'étais très très inquiet. En même temps, donc l'appartement n'était pas prêt, il y avait plein de poussière, de la peinture, etc. Puisqu'elle est arrivée un peu en avance, donc j'étais un peu angoissé par rapport à ça. Et du coup, j'ai dû trouver plutôt des modes de garde, partiels, donc la clinique, ma mère, et puis ensuite donc Muriel est revenue avec nous. Et du coup, c'est vrai que j'étais un petit peu, j'étais pas tout à fait libre de faire ce que je voulais. J'avais des préoccupations, des angoisses, etc. Du coup, est-ce que vous avez eu le sentiment de prendre le rôle un peu de la maman à un moment donné, d'être un usurpateur, mais un père néanmoins? Non, mais il y a un peu de ça, c'est vrai. Il y a un peu de ça parce que c'est moi qui lui ai donné les premiers biberons, qui l'ai prise dans mes bras, etc. Pendant une semaine, c'est vrai qu'elle a, de ses parents, elle a vu que son père. Finalement, sa mère, elle ne l'a pas vu. À certains égards, peut-être que j'ai joué la maman, etc. Je ne sais pas. Ça a créé quelque chose de particulier avec elle? C'est possible. Pendant les dernières semaines qui me restaient avant de reprendre le travail, c'est moi qui ai donné beaucoup de biberons. Vous avez assuré sur le pratique. Oui, en même temps, j'étais pas seul parce que la famille, la mère et une des sœurs de Karen étaient venues. Ma femme est américaine et donc sa mère et une de ses sœurs sont venues en France, etc. pour vous soutenir. Pour me soutenir, pour soutenir aussi leur fille et sœur. Et après, vous êtes remis dans le boulot? Après, je me suis remis à fond dans le boulot. À ce moment-là, c'était une période assez prenante pour moi. Donc, c'est vrai, la première année qui a suivi la naissance, en réalité, j'étais peu disponible. En dehors des congés, RTT, etc., que j'ai consacrés à ma famille. C'est vrai que la journée, j'étais plutôt pris par mon travail. J'entrais tard le soir. La première année, j'ai l'impression d'avoir fait un apprentissage. C'est-à-dire, il me semble que j'ai appliqué le modèle que je possédais à la relation, père-enfant. Et finalement, ce modèle était peu préoccupé par le bébé, considérant que l'enfant n'est pas entièrement une personne. C'est un bébé, etc. Et donc, une fois qu'il est né, etc., tout va bien. Donc, j'étais plutôt dans ce modèle-là. Et par la suite, au fil des mois, de relations, de lecture et puis d'évolution personnelle, je me suis vraiment rapproché de Muriel et puis investi. Et j'ai commencé à passer beaucoup de temps avec elle. Et j'ai cherché des réponses à ses besoins, à ses désirs. Passer beaucoup de temps avec elle et essayer de l'éveiller, de lui proposer des sources d'épanouissement, d'éveil, d'intelligence, etc. Vous avez trouvé votre propre modèle parental, en fait. Oui, effectivement. Votre modèle de père. Écoutez, longue vie à vous, nos amitiés à Karen, bien sûr, un gros bisou à Muriel. Merci d'avoir joué le jeu des maternelles. La fête continue avec Karine et Anne Romanoff. Et nous accueillons aujourd'hui Anne Romanoff. Bonjour Anne. Bonjour. Trop contente de vous avoir. C'est vrai, hein? Bon, tant mieux. Bon, vous écrivez depuis 15 ans et vous interprétez vos textes. Vous faites des one-woman shows depuis 15 ans, c'est ça? Presque. En fait, en vérité, je vais fêter mes 20 ans de carrière l'année prochaine, en 2007. Et depuis toujours, c'est vous qui écrivez vos textes? Ouais. Et vous inspirez toujours de la vraie vie? Bah oui, un truc à faire. Et maintenant de vos filles? Parce que vous avez 2 filles. Oui, je ne m'inspire pas que de mes filles, mais c'est vrai que j'ai fait... En tout cas, les gens, quand j'ai fait des sketchs, m'ont dit on croirait que vous êtes chez nous, parce que chez nous, c'est pareil. D'ailleurs, on peut vous retrouver en ce moment avec ce DVD, mais vous êtes actuellement en tournée avec ce spectacle, Follement Romanoff. Donc vous dépeignez, entre rire et larmes, votre quotidien. Donc vous êtes la maman, je disais, de 2 filles. Il y a Alice et Marie, 10 ans et 3 ans, que j'ai vu. Déjà. N'importe quoi, qui place son truc, n'importe quoi. Bon, on regarde tout de suite un extrait d'un de vos sketchs, justement. Anaïs, tu as fait tes devoirs, ma chérie? Viens,
On va aller regarder les petits exercices amusants que ta maîtresse a prévus pour nous pourrir la soirée. Non, mais t'inquiète pas, mon cœur. Ce soir, maman va rester très calme. Alors, coloris si tu entends le son K. Le premier dessin, ma chérie, c'est un chien. Très bien. Est-ce que dans le chien, tu entends le son K? Oui, tu l'entends? Écoute bien, mon cœur. C'est chien ou c'est client? C'est chien, c'est dommage que tu aies colorié. Oui, Timothée, je corrige ta dictée. Alors, les oiseaux chantent sur les branches des arbres. Non, mon cœur, on va pas compter les fautes, ça va nous déprimer tous les deux. Alors, dans une phrase, Timothée, il faut identifier le verbe. Où est le verbe? Branche. Du verbe brancher. Je comprends mieux pourquoi tu as mis ENT à la fin de branche. Non, chérie, le verbe, c'est chante. Et comme il y a plusieurs oiseaux qui chantent, qu'est-ce qui se passe à la fin de chante, Timothée? On met un S. Alors, oiseau, tu as écrit O-I-Z-O. Alors, mais je ne sais pas ce qu'il y a sur ce dessin, Anaïs. Tu diras à Madame Le Glaudin qu'elle apprenne à dessiner. Alors, oiseau, ça s'écrit O-I-S-E-A-U. Et comme il y a plusieurs oiseaux, qu'est-ce qui se passe à la fin de oiseau, Timothée? On met E-N-T. Qu'est-ce qu'on met à la fin des mots pluriels? On a vu ça hier soir, Timothée. Qu'est-ce qu'on met à la fin de oiseau? On met un S. Très bien. Sauf que oiseau n'est pas un mot normal. Donc à la fin de oiseau, on met... Non, on ne met pas un K, Anaïs. Un X. Voilà, c'est comme journal, journaux. Oisal, oiseau. Merci, Anaïs. Ou maman, el nerval, les nervos. Ça sent le vécu. C'est ce que vous avez vécu petite ou c'est ce que vous vivez avec la plus grande? Non, c'est ce que je vis avec la plus grande. C'est vrai? Enfin là, ça s'arrange un petit peu. On commence à acquérir un peu d'autonomie. Il y a 10 ans, il était temps. C'est vrai? Je supporte pas les mères qui me disent « Moi, je m'occupe de rien, il fait tout seul. » Ben, on a déjà fait une grande discussion là-dessus. Il y en a quand même qui font tout seul. Oui, mais pas beaucoup. Pas beaucoup, on est d'accord. Ne m'agressez pas. Mais vous vous y collez tous les soirs? Non. Mais disons que maintenant, j'arrive à pas m'énerver. Enfin, moins, on va dire. Je suis sûre que pour la deuxième, vous serez plus cool, en fait. De toute façon, chaque enfant est différent et vous ennuie, j'allais dire vous emmerde. Ah, oui, hein. Chaque enfant a une manière très personnelle de déstabiliser sa mère, donc chacun, voilà. Vous sentez déjà la différence avec la petite qui a 3 ans? Ah oui, très. Elle est plus délurée que la première ou pas? Beaucoup plus délurée. Et c'est souvent ça. Hein. La deuxième, elle est carrément volcanique. Il y a quelque chose qui vous étonne particulièrement chez vos enfants? Ah oui. C'est quoi? Non, la deuxième, j'ai eu un choc, quoi. C'est-à-dire, j'avais une première fille qui est quand même... comme ça en apparence assez douce, assez calme, assez facile. Quand je voyais des gamines piquer ou des gamins hurler dans la rue et que je me promenais avec la première, je disais vraiment, il y a des parents mais qui savent pas éduquer leurs enfants. Non, pas éduquer. Je me disais mais ils ont des mauvaises relations avec leurs enfants. Voilà, ils savent pas. Il y a un gros problème relationnel et tout. Et quand je me retrouve, enfin là maintenant, encore une fois, ça va un petit peu mieux. Mais avec la deuxième qui m'a fait des plans, voilà, des crises dans le supermarché. Où je me souviens une fois chez Naturalia, enfin bon, on peut pas dire c'est un magasin, enfin peu importe. Un magasin bio avec des gens super calmes et tout d'un coup elle pète les plombs, machin, je l'attache sur sa poussette et il fallait que je paye et elle était là. Et moi j'étais comme ça, je savais plus quoi faire quoi. Et puis en plus quand vous êtes connu on vous regarde et tout, donc je paye parce que j'avais quand même rempli le truc et voilà. Et il y a une femme, elle la regarde en train de pleurer, elle fait vraiment, on se demande pourquoi il y en a qui font des enfants. Et j'ai dit, je suis sûre, madame, que pour dire ça, vous n'avez pas d'enfants. Elle me dit, si, madame, j'ai des enfants. Ça peut aller très loin. C'était violent. Et donc maintenant, enfin, en tout cas, quand je vois un enfant faire une crise dans la rue, je ne juge plus parce que je sais qu'en fait, il y a la nature de l'enfant et quand vous avez un gamin qui fait une crise en public, de toute façon, vous êtes très mal considéré. Et si en plus vous êtes connu, mais moi, il y a des fois, je me suis liquéfiée, quoi. C'est horrible, quoi. J'ai envie de partir, je la connais. Vous les laissez là. C'est peut-être la solution. Vous êtes une maman comment? Vous êtes plutôt une maman poule ou plutôt normale? On se rend pas compte de comment on est. Si, on vous dit des trucs quand même autour de vous. On me dit que je suis une super maman. Non, mes copines, elles me disent elles me disent que je m'en occupe bien avec tout ce que je fais. Mais bon, après, je sais pas, certainement qu'elles me feront des reproches quand elles seront grandes. Ça, de toute façon, à l'adolescence, on va en prendre plein la tête. Oui, mais même plus tard, j'imagine. Donc,
je fais le mieux que je peux et je sais très bien que c'est loin d'être parfait, quoi. Mais quand vous faites, là, vous êtes en tournée, quand vous êtes en spectacle, le soir, vous n'êtes pas toujours là. Comment faites-vous pour arriver à tout gérer ? Je suis encore mariée. Oui, donc il s'occupe des enfants. Donc j'ai la chance d'avoir un mari qui assure bien le soir quand je suis pas là et qui se réveille le matin et qui les emmène à l'école. Et puis j'ai une nounou aussi, évidemment, quoi. Donc vous arrivez à gérer sans problème ? Non, c'est toujours très compliqué, mais bon. Il y a de la culpabilité ou pas ? Non, pas vraiment, dans le sens où je pense quand même que c'est important pour les enfants d'avoir une maman bien dans sa peau. Oui. Et puis après, je fais des vannes. La petite, je lui dis, tu voudrais que je sois tout le temps là, que je t'étouffe de mon amour, alors je la serre comme ça. Ça, c'est un truc, je trouve, qu'on peut dire quand les enfants ils râlent, qu'on s'en aille. Je l'ai déjà fait, ça marche à peu près, c'est dire, tu veux qu'on reste tout le temps collé, c'est ça ? Et là, on serre l'enfant, alors au bout d'un moment, l'enfant étouffe, et non Ouais, c'est horrible. Mais non, mais en rigolant. Mais oui, je sais bien. Elle dit, va-t'en. Elle dit, ah bah tu vois. Ouais. On peut pas. Voilà, je pense qu'il y a un moment aussi de la fusion. On doit aussi. Voilà, mais c'est vrai que c'est pas toujours facile et que quand je suis pas là, je téléphone énormément aussi. Parce que j'ai toujours l'impression que sans moi, ça va mal se passer. En fait, ça se passe très bien. C'est sûr. C'est souvent quand je reviens qu'il y a des problèmes, d'ailleurs. Et qu'est-ce qu'on pourrait améliorer pour vous, à votre avis, pour qu'on soit plus heureuses, les femmes, avec nos enfants, avec notre travail il faudrait améliorer les modes de garde, faire des crèches en entreprise. Ça commence tout doucement, mais c'est long, c'est lent, c'est très lent à se mettre en place. Et puis améliorer une mentalité, quoi. Je suis en train d'écrire un sketch là-dessus, mais quand une femme a un entretien d'embauche, on lui dit alors, vous avez 25 ans, vous êtes célibataire, vous comptez vous reproduire. Enfin voilà, il y a quand même ce côté-là. Voilà. Quand on lit sur un CV qu'une femme a 3 enfants, on se dit mince, elle ne va pas être disponible. Quand vous lisez sur un CV qu'un homme a 3 enfants, on se dit il est équilibré, il est stabilisé. Donc c'est toujours perçu comme une faiblesse au niveau professionnel d'avoir des enfants encore. Le couple vous inspire aussi, dans ce livre, notamment le couple Petit délice de la vie à deux. Ce que j'ai envie de dire, c'est que je trouve qu'on présente une image vraiment idéalisée du couple, quoi. Oui, je vous sens un petit peu déçue. Non, mais dans les publicités, dans les magazines... Déjà, les contes de fées, ça part mal. Oui, les contes de fées, mais on fait croire aux gens que le couple, c'est le bonheur sur un plateau. Je crois que... Voilà, c'est pas ça. C'est une relation entre 2 personnes. C'est pas rigolo tous les jours. Et justement, je voulais parler de tous les petits problèmes qu'il peut y avoir, qui sont pas forcément dramatiques. Je parle pas de choses graves, mais voilà. Et comment s'en amuser, parce qu'on peut s'en amuser. Donc c'est un livre d'humour. Et en tout cas, apparemment, il y a beaucoup d'hommes qui m'ont dit que ça les avait fait beaucoup rire, ce livre. Bon. Vous connaissez les maternelles ? Mais oui. Donc vous savez que là, il y a le pêle-mêle. Mais oui. Alors ça y est, ils arrivent. Allez, les pêle-mêleurs. Donc voilà, les chroniqueurs du jour. Anne Romanoff, je vous présente Silver. Bonjour. Elena. Bonjour. Et Pascal. Bonjour. Spécial millième, vous avez bien bossé. On a potassé, oui. Alors c'est quoi aujourd'hui Écoutez, moi, j'ai fait des recherches pour savoir d'où venaient les chiffres. Comment on avait appris à compter depuis les débuts de l'humanité. Et je vous ai apporté quelques fleurs, mesdames et madame Silver, votre épouse. Merci. Ce sont des fleurs qui sont en rapport avec le chiffre 1000. Je vous expliquerai tout à l'heure pourquoi. Vous êtes toujours trop délicat. Bon, et vous, Elena ? Moi aussi, j'ai fait des recherches. Du début jusqu'à aujourd'hui, de Anne Romanoff, du début jusqu'à nos jours. Jusqu'à aujourd'hui, ça va un peu plus sur vous. Bon, très bien. Et vous, Silver ? Moi, je vais passer un coup de gueule aujourd'hui, voilà. Très bien. J'ai pas envie d'être miel, mais plutôt vinaigre. Et j'ai besoin de vous, Anne. Ah bon ? Oui, mais je n'en dis pas Vous allez plus. voir. On commence par Pascal. Alors, les chiffres 1000 ? Les chiffres 1000. Enfin, le chiffre 1000. Tout a commencé il y a très très longtemps. C'est toujours pareil. Très très longtemps. Alice et Marie ne le savent sûrement pas, vous allez pouvoir leur raconter. Il y a 30 000 ans. Nos ancêtres, quand ils revenaient de la chasse avec les animaux qu'ils avaient tués, eh bien, ils gravaient un trait sur un os ou sur une pierre. Et puis, ils ont commencé à compter avec leurs pieds et leurs mains. Il y a 6000 ans, on se rapproche de nous. Les Sumériens en Mésopotamie, ils confectionnent ce qu'on appelle des calculis. Ce sont des petites boules de glaise. Et à l'intérieur, elles sont creuses, à l'intérieur, ça leur sert de porte-monnaie pour compter. Ils mettent des petits bâtonnets ou des billes. Un bâtonnet vaut 1, une bille vaut 10. Et on faisait ces comptes comme ça. Alors, il fallait les casser, ces calculis, puisqu'ils séchaient. Les Babyloniens vont inventer la plaquette d'argile. L'argile, plus besoin de le briser, on le grave. Et pour dire 1, on dessine un clou. Pour dire 10, on dessine un chevron. Et ce sont les Babyloniens qui ont inventé les angles, la géométrie, et qui ont inventé la notion du temps, parce qu'ils calculaient en 60. Ah bon ? Oui, ils calculaient en 60. Les Chinois, eux,
5-6 siècles avant Jésus-Christ, ils regardaient les étoiles. Et pour mesurer la distance entre les étoiles, ils ont inventé le boulier. Alors, il y a toujours bien longtemps, dans l'Égypte ancienne... Je me dis que si j'avais un prof de maths comme ça m'aurait peut-être un peu plus intéressé. Dans l'Égypte ancienne... Est-ce que vous vous souvenez qu'il y avait des hiéroglyphes dans l'Égypte ancienne? Attendez, j'étais pas née quand même. Non, ça je sais. Même si Elena va faire vos 1000 ans. Eh bien, il y avait des hiéroglyphes qui servaient à calculer, toujours en rapport au sacré, l'œil du dieu Horus. C'était le dieu faucon, le dieu du ciel. Eh bien, suivant la taille de son œil, la taille de son iris, la taille de sa paupière, eh bien, ça mesurait des fractions qui permettaient de travailler en mathématiques, de faire de l'architecture, de construire les pyramides. Et le chiffre 1000, pour les Égyptiens, dans l'Égypte ancienne, eh bien, c'était la fleur de lotus. Et les bouquets que je vous ai offerts, eh bien, ce qui est vert au centre, je fais attention à cause du bruit, ce qui est vert au centre, ce sont des bulbes de lotus, et c'est autant de futures graines de lotus, et donc de milliers et de milliers et de milliers d'émissions des maternelles en supplément. Et de public pour vous. De public pour vous. Alors, on continue avec l'histoire des nombres, l'histoire des chiffres. Les Grecs, c'est très simple pour eux. En fait, chaque chiffre correspond à une lettre de leur alphabet. Ils vont développer la géométrie. Chaque chiffre correspond à une lettre de Oui, l'alphabet. alpha, bêta, Ah oui. ça correspond à un chiffre pour eux. Les Romains, eux, c'est un système avec 7 lettres. On les connaît, les lettres des Romains, les chiffres romains. I, V, voilà. Bon. Et M, X, 1000. Les Romains, toujours pas de zéro chez eux. Les Romains, par exemple, un commerçant romain qui achetait 5 chevaux et qui revendait ces 5 chevaux, il disait « j'ai 5 chevaux moins 5 chevaux ». Il ne savait pas dire. C'est pas vrai. Il savait pas dire zéro. Il savait pas dire zéro. Alors un embryon de zéro arrive du côté des Mayas, 1600 avant Jésus-Christ, 1500 après Jésus-Christ. Eux, ils vont faire un œil à moitié fermé et pour eux, c'est la notion du zéro. Mais la vraie révolution, elle nous vient de l'Inde, 5 siècles après Jésus-Christ. Les Indiens vont être les premiers à trouver un signe et un nom spécifique pour chaque chiffre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 0. C'est eux qui l'inventent. Et alors, 0, ils font ça, un petit cercle vide, et ça s'appelle Sunya. Sunya, en indien, ça veut dire le vide. Et grâce à ça, ce sont les Indiens qui ce sont les inventé Indiens, le ce zéro. sont les Indiens. Et en fait, ça ouvre pour l'humanité des portes extraordinaires par rapport à l'abstraction, l'infiniment grand, l'infiniment petit. Et ce sont les Arabes au 8e siècle qui, quand ils vont traverser une partie du monde avec l'islam et conquérir une partie de la planète, eh bien, ils vont arriver dans le nord de l'Inde, ils vont trouver ces chiffres absolument passionnants. Sunya, le vide, va devenir sifre, qui veut dire le vide en arabe. Sifre va devenir chiffre, va devenir zéro. Et la civilisation arabe et musulmane va aller jusqu'au sud de l'Espagne. Et là, au Xe siècle, un évêque auvergnat, Gerbert d'Aurillac, va aller, c'était un passionné de mathématiques et de sciences, il va aller faire quelques années d'études à Cordoue, et là, il va découvrir les chiffres hindi, comme les appellent les Arabes. Il va revenir en France, et il va être élu pape en l'an 999. C'est très important. Lui qui est un érudit, il va essayer en tant que pape de faire dispenser dans toute l'Europe occidentale ces nouveaux chiffres. Problème. Oh, ça n'en finit pas. C'est que la chrétienté arrive à l'an 1000. Et les chrétiens ont très peur de cet an 1000, ils sont persuadés que ça va être la fin du monde. L'obscurantisme le plus total. Eh bien, Sylvestre II, ce nouveau pape, j'ai pensé à vous, Sylvestre II, ce nouveau pape, va donc se battre pendant tout son pontificat qui va durer 5 ans pour que ces chiffres soient dispensés dans l'Europe entière. Problème, ça va mettre 5 siècles. Voilà. Et grâce à ces chiffres hindis, ces chiffres arabes, comme on les appelle ici, eh bien, mathématiques, physique, chimie, astronomie et philosophie, eh bien, vont prendre un nouvel envol. Et nous, alors, les Africains, on n'a rien inventé? Si, vous les non, mais dans les chiffres, hein, j'entends. Ah, dans les chiffres. Ah, quoique, ils étaient noirs, remarquez, les Égyptiens. Exactement. Ah. Donc voilà, le raccourci est là. Eh bien, tape-moi 5, c'est vert. C'est bon, on a fait quelque chose. Donc ce soir, je pense que vous aurez beaucoup de choses à raconter à Alice et Marie. Non, mais moi, enfin bref, ça m'a... Qu'est-ce qui se passe? Non, mais ça m'a angoissée parce que ça me rappelle les maths et j'ai vraiment eu trop de problèmes avec les maths. C'est de l'histoire, là aussi. Oui, non, mais c'est passionnant, mais les maths, les chiffres, voilà. Je vous comprends, je compatis.
Elena, racontez-nous tout sur Anne. Alors, l'histoire d'Anne, une histoire plutôt sympathique. Alors, un très beau bébé, bien sûr. Alors, très vite, j'arrivais à cette petite fille qui, vous savez, on avait les mêmes copines dans la cour de récréation, la commandeuse. Ouais. Vous savez, celle qui commande tout moi, le j'étais monde, comme ça, les copines, la fratrie. Vous aussi, vous tout étiez comme ça. Moi, si. je sais pas ce que Vous êtes toujours comme ça. Merci, Anne. En tous les cas, Anne, il paraît que vous étiez vraiment la petite qui commandait tout le monde, en tous les cas surtout joyeuse, déterminée, libre, agréable comme petite fille, quoi. C'est ce que j'ai entendu dire. Hein. C'est vrai ou pas? Mais confirmez. Qui grandit en Normandie. Vous êtes joyeuse? Commandeuse, oui, ça c'est sûr. Joyeuse? Joyeuse, oui, je pense Libre. aussi. Libre aussi. Déterminée. Déterminée aussi, oui. Bon, c'est bon pour l'instant. Alors, très vite, une passion, une détermination. Anne voudrait être une star. C'est un mais truc dites oui ou non, à partir de 10 ans. De toute façon, toutes les petites 10 filles sont ans, comme ça. c'est ça Non, y est, pas une- maman, non, je vais non. être une star. Une Bah, star je me de rappelle cinéma. Non, c'est plus vers... Non, ça, je... C'est plus vers 10 ans et demi. Non, c'était plus à 12 ans, je crois. En tout cas, les portes du cinéma ne s'ouvrant pas tout de suite comme ça, spontanément, Bah, devant vous à 10 ans, vous vous êtes Non, dit... j'étais pas en Normandie, j'étais à Paris. Hein. Alors, ah bon, moi je crois que vous aviez grandi en... Quoi, vous avez passé pas mal de temps en J'ai passé Normandie. beaucoup de temps en Normandie parce que mes parents avaient une maison, Une ils belle voulaient maison. absolument l'amortir, donc c'est vrai qu'on allait tous les week-ends, toutes les vacances. Donc, Ah, j'ai bah, changé une enfance un peu ça fait du bohème, temps. un peu très dans l'époque, quoi. Pas flower power, mais bohème, un peu De tranquille. ça, un j'avais peu- des parents un peu, on va dire, néo-baba cool, quoi. Voilà. Écoutez, Ah ouais. exprime-toi, c'est-à-dire, je mangeais avec mes doigts, c'est bien, elle s'exprime. Ah Enfin, ouais. Voilà. C'est bien en même temps. Oui, Enfin, moi, c'est je suis bien, pas mais comme ça, après, les contraintes, c'est un peu dur à... Ah ouais, ok, c'est... En tout cas, Anne s'est exprimée et puis heureusement, nous avons quelques traces. Canal 1, ça vous dit quelque chose? Oui. Hein? Canal 1. Sim, on regarde. Pub. Bonjour, nous sommes en direct du camping des Flots Bleus. Ouais, ouais. Il est brutal. C'est un vrai homme de l'Ouest. SM. Oh là 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 là, ce que j'ai comme poil, vraiment c'est pas possible. Alors j'en ai vraiment partout, hein. Je sais vraiment pas quoi faire, c'est la barbe. Alors là, je crois que j'ai trouvé le truc. J'ai découvert une crème extra Disco Star. J'ai des dents douces. Mais c'est quoi ça? Bon, Cynthia. C'était en Normandie. C'était vous qui vous filmiez Dans la avec vos maison, copains? vous deviez amortir. Vous Voilà, avez fait pas mal de trucs. on avait une caméra vidéo, j'avais 12 ans et avec les voisins, on a fait des parodies de télé. Et donc, je me suis interrogée sur vos origines parce que vous êtes une fille très curieuse, vous êtes donc naturellement poilue. Vous êtes C'est bien. Bah, je sais pas, moi. Vous êtes D'après Ah les non, mais on images. avait pris les jambes, c'était les jambes d'un garçon, oui. Ah bon? D'un voisin. Ah, moi, je croyais que c'était les vôtres. C'est de la Bon, télé. et c'est de alors la après télé, 12 là. ans, qu'est-ce qui s'est passé? Non, alors, en tout cas, c'est une chose, on voit là que Anne était... J'avais 14 ans peut-être en fait. Ouais, oui, puis vous on a avez changé 14 ans. grand-chose. Oui. En matière de gènes, il y avait une grosse star, pas une grosse star, c'est devenu une grande star, mais une tare dans la famille que vous avez longtemps reproché à vos parents, c'est le fait qu'ils ne fassent pas partie du showbiz. Ça, il paraît que c'est le truc vrai. parce que vous aviez votre place dans cette famille du showbiz, c'était votre truc et il paraît que longtemps, parce que n'empêche, à cause d'eux, vous avez dû galérer quand même, Anne. Non, mais c'est vrai que j'étais une adolescente assez revendicative, on peut dire entre guillemets casse-couille. J'ai une crise d'adolescence qui a dû commencer vers 11 ans et qui s'est terminée, je ne sais pas si c'est encore terminé. Et c'est vrai que je faisais beaucoup de reproches à mes parents. Donc je me souviens, quand j'avais 11 ans, je leur reprochais qu'ils n'étaient pas divorcés en disant tous ceux de ma classe, ils sont divorcés, même pas vous. Enfin, voilà. Et après, quand j'ai commencé à prendre les cours de théâtre, j'étais avec la fille de Georges Descrières et je trouvais ça tellement merveilleux d'avoir des parents comédiens. Et je disais, mais vous êtes... J'ai pas de chance, quoi. J'aurais trop aimé d'avoir des parents comédiens. Vous êtes... Enfin, je sais pas... Enfin, voilà. Donc, je leur reprochais, alors que les pauvres, ils y pouvaient rien, quoi, de pas être comédiens. Bon, juste pour terminer, je voulais juste savoir comment ça se passe avec Madame Le Glaudin, que vous stigmatisez sur scène, quand elle vient vous voir en coulisses avec votre mari, que vous étiez quelques-uns de ses travers, comme ça, dans tous les personnages, notamment dans votre bouquin sur les couples. Ça se passe bien après en coulisses avec Tata Geoffrette, par exemple, que vous venez de stigmatiser juste sur scène, vous... Après, en fait, les gens ne se reconnaissent pas forcément. D'abord, je ne prends pas des noms réels. Je suis quand même pas, oui. voilà. Et puis, les gens
En l'occurrence, les institutrices, elles prennent plutôt ça bien. Le Glodin, c'est un vrai nom d'institut, en tout cas. Non, mais c'est pas un vrai nom. Je l'ai inventé, je vous rassure. Je suis quand même pas folle non plus. Déjà que ma fille a des problèmes pour avoir des bonnes notes, je vais pas non plus la malade. En tout cas, je voudrais remercier, grâce à vous, tous les anonymes qui ont croisé votre regard pétillant, ceux du club de gym, de la boulangerie, les maîtresses et tout ça que l'on retrouve grâce à vous, que l'on retrouve dans vos sketchs. J'aimerais bien être votre amie aussi. Je suis pas sûre. Bon, Silver. Ça tombe très bien. Anne Romanoff est une rebelle, revendicatrice. J'ai besoin de vous, Anne. Ah bon? Je vais vous demander de m'aider contre les idées reçues, notamment la relation qu'entretiennent les Africains avec la danse, Anne Romanoff. Parce que je tiens à le dire ici, non et non et non, la danse n'est pas un mode de vie en Afrique, contrairement à ce que je peux entendre et contrairement à ce qu'on pourrait croire. Parce que vous imaginez un touriste qui débarque au Sénégal, au Kenya, en Afrique du Sud, il ne va pas voir les gens avec... Ah non, ça danse pas partout. Ça danse pas partout. Les gens n'ont pas le genou fléchi, le dos cambré, en bougeant quand même, du le soir, on popotan. aime bien sortir. Hein. Oui, mais entre sortir et danser, il y a une différence quand même. La vie n'est pas une comédie musicale. Ah, ça, c'est sûr. Voilà, c'est un peu comme en Bretagne, moi qui suis breton. On fait pas que danser dans les marchés. Quoi. Voilà, non, mais ça, exactement. La fest-noz en Bretagne. Oui, mais c'est pas tout le temps. Et dans les fest-noz, c'est une expression de la vie sociale bien comme une sûr. autre. Hein. On danse dans toutes les cultures. Et puis danse, tout. voilà, exactement. Pour vous donner un petit exemple, le Mali, on va aller au Mali, le pays d'Ogon. Après les récoltes, à la tombée de la nuit, Anne Romanoff, il fait très chaud. Donc vous dormez sur les toits parce que vous subissez encore les effets d'un air qui est chargé de chaleur. Et au loin, qu'est-ce que vous entendez? Au loin, vous entendez le kofili. C'est la danse des jeunes filles qui ne sont pas encore mariées. Alors, pendant que la bise vous caresse le visage comme ça, vous entendez le chant de ces filles qui s'accompagnent des mains. Elles se mettent en demi-cercle. Et là, on va assister à une drôle de danse, c'est-à-dire que chacune va sortir tour à tour de ce demi-cercle pour courir et se jeter dans les bras de leurs collègues pour se faire hisser comme ça vers la lune, vers leur copine. Et je vais tout de suite vous montrer un petit exemple avec les ambianceuses qui sont là avec nous. Regardez ce que ça donne quand on est au Mali, se porter comme ça vers la lune. Regardez. Ah, bonjour les filles. Bravo. C'est un spectacle vraiment magnifique auquel on peut assister. Paris-Bamako, c'est 6 heures d'avion. Si vous voulez assister à ça, c'est une petite merveille. Alors, les artistes de pop l'ont récupéré. C'est Peter Gabriel qui l'a inventé. Vous savez, se jeter dans la foule. Eh bien, Peter Gabriel... Ça vient des Dogons ? Ça vient du pays d'Ogon. Elle a piqué, en fait, aux petites filles du Mali. Hein, plutôt costaudes, hein, ces petites filles du Mali. Elles ne sont pas toutes du Mali. Non, mais... Vous êtes très observatrice, Karine. La danse, que ce soit en Afrique ou un peu partout à travers le monde, eh bien, c'est une manière d'exprimer, de fêter des moments un peu importants de la vie. Ouais. Au Sénégal, il y a ce qu'on appelle les fourreuls. Alors les fourreuls, c'est extraordinaire. C'est-à-dire que ce sont des joutes de danse qui sont organisées à un moment important d'une vie, une naissance. Alors devant la maison que l'on honore, il y a des percussions. Les hommes vont se mettre à danser pour l'un contre l'autre et c'est le public qui va décider du vainqueur par les applaudissements. Mais une idée reçue qui nous vient de l'Afrique, les hommes sont persuadés qu'ils dansent mieux que les femmes. Et c'est une bêtise parce que les femmes dansent mieux que les hommes. C'est un peu comme le jeu vidéo. Plus vous pratiquez, plus vous êtes bon. Et pour des tas de raisons que j'expliquerai un autre jour, les femmes dansent mieux que les hommes. Donc les hommes sont en train de danser, ils jouent les coqs, ils jouent les coqs. Les femmes regardent avec beaucoup d'ironie. Et quand ils s'arrêtent, les hommes, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, les femmes décident de danser entre elles. Et les hommes, qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, ils font comme moi. Ils restent assis parce qu'ils voient le talent des femmes. Et surtout, ils ne se lèvent pas devant la grâce que l'on peut voir. Et là, je vais tout de suite vous montrer un exemple de ce qu'on peut voir. Regardez avec les ambianceuses qui reviennent. Allez les filles, c'est à vous. Les ambianceuses, elles s'appellent? Ouais, les ambianceuses. Montrez-nous. Alors, comme vous l'avez remarqué, il y a des femmes d'origine africaine et il y a des femmes que l'on pourra appeler, comment dire, françaises dessous, j'aime pas trop ce terme-là. Pas d'Afrique. Pas d'Afrique. Mais en tout cas, elles vont me permettre de vous dire qu'il y a une idée reçue, moi, qui m'énerve particulièrement. Les Africains ne naissent pas avec le rythme dans la peau. Ce n'est pas vrai. Non. Les Africains naissent dans un environnement qui favorise le rythme. Regardez, moi qui suis breton, je danse comme une patate. Et moi qui suis Lorraine. Alors, et moi aussi, je danse comme une patate. Ben, vous voyez, donc nous sommes cousins. Moi, je fais un sketch sur scène où je fais quelqu'un qui danse. Et en fait, je dansais normalement et les gens ils rigolent. Et Yann, j'ai un prof à vous montrer, à vous conseiller. C'est quelqu'un qui, justement, va démontrer que les Africains ne naissent pas avec le rythme. Il s'appelle Yaya Lekoto. C'est une grande star du Dombolo, qui est la danse zaïroise. Je vous demande de regarder très attentivement ce bonhomme-là. Regardez un peu. Une star au Zaïre.
Voilà, c'était pour la démonstration. Comment ? C'est une star au Zaïre. Attendez, c'est une star au Zaïre. Ouais. Il a fait Bercy, il a dansé avec les plus grandes stars telles que Koffi Olomide, Papa Wemba. Il a été sur la scène des Koras qui sont les victoires de la musique pour toute l'Afrique. Ouais. C'est une véritable star. Et chaque fois que les gens découvrent ce personnage qui a une tête d'Irlandais nourri au blé, eh bien, tout le monde est surpris. Donc lui, il danse très bien. Moi, je danse comme une patate. Lui, il court peut-être le 100 mètres en 9 secondes. Moi, je dois courir le 100 mètres en 20 secondes. Comme quoi, il n'y a strictement rien d'inné. Ou en 20 minutes. Il n'y a strictement rien d'inné. Il faut arrêter avec ces idées reçues. Donc, Yaya Loketo, les ambianceuses, elles sont vraiment très bien. Et vous pouvez retrouver toutes les coordonnées de ces groupes-là sur le site des maternelles. www.france5.fr. Et sur le site, d'ailleurs, on retrouve aussi toutes les dates de votre tournée, Anne. Vous continuez le combat avec moi? Oui, je comprends. Yes. C'est Nathalie Le Breton qui danse très bien la danse africaine. Oui, c'est vrai. Ah, comme quoi. Et si vous permettez, juste les maternelles lancent un concours photo du bébé le plus rigolo. Donc si vous avez des photos du mien. Ouais, si vous avez pas. Mais rigolote. Donc si vous voulez concourir, vous scannez votre photo, vous l'envoyez en tout cas par internet sur notre site. Et puis si jamais vous n'avez pas de photo à envoyer mais que vous voulez voter, eh bien n'hésitez pas sur notre site aussi. Il y aura à gagner plein de cadeaux, dont les 4 DVD des maternelles qui viennent de sortir. Je vais envoyer la photo de ma fille. Avec des grandes discussions, avec des SOS parents et du bêtisier. Tout de suite, d'ailleurs, puisque je parle de bêtisier, pour la Minielle, regardez, meilleur moment. Alors, c'est pas pour faire snob qu'elle a appelé ça Fish and Pie, mais tout simplement parce que c'était plus court et un peu plus poétique que poisson et petit pois. Mais c'est ça que ça veut dire. Alors, paille. C'est pie. Pourquoi vous dites paille? Pie, pardon. Non, paille, je crois que ça c'est pie. Pie. Mais oui. Flash and pie, alors. Fish and pie. Fish and pie. Bon, restez dans le Cantal. Alors, par exemple, on va demander à Maude quel bruit fait l'âne. On n'y voyait rien de... Non, bien sûr. Par hasard, on prend un âne pour une blonde. Voilà, exactement. Ça m'a inspiré, je sais pas pourquoi. Bien sûr, ça vous a inspiré, oui. Je vous écoute. Le bruit de l'âne. Alors l'âne... Très bon, très bon. Alors l'âne fait... En période de rut uniquement, fait... Bon, c'est une catastrophe. Donc... Alors, regardez, le petit poisson, pie. Oui. Paille, pie. Le petit pois. Oui, paille, c'est la pomme. Pille. Mais qu'est-ce qu'on va pas s'en sortir? Pie, c'est le petit pois. Mais on parlait du poisson, donc c'est fish. Fish and paille, le pie. Alors, le vendeur dans les magasins informatiques, qu'est-ce qu'il fait? Il parle de gros processeurs, en général. Quel vantard! Pour faire court, le vantard, il vous dit, celui-ci, il a un gros processeur. Or, le problème, c'est que le gros processeur, ce n'est pas là l'important. Il faut que le disque dur suive derrière. Forcément. Voilà. Le pistolet à amorce, tel qu'on s'en servait quand nous étions petits, fait pas. La première fonction du bidet, c'était... Est-ce que vous vous souvenez de la première fonction du bidet? C'était effectivement des raisons hygiéniques. De se laver effectivement l'anus après avoir déféqué. Madame, vous aviez l'intention de croquer dans votre tartine pleine de confiture. C'est la fin du petit déjeuner. Là, avec ce petit pot-là, dès que l'enfant fait son offrande dedans, il y a une c'est pour maman. Il y a une musique, une fanfare qui se déclenche. Fred va nous montrer. Oh mon Dieu. Répétez. Non, pas du tout. C'est ouh, c'est une seule syllabe. C'est qu'on est en train de virer émission pour enfants. Le mot d'enfant du jour, c'est celui d'Étienne. Il a 3 ans. Sa maman vient d'accoucher. Elle rentre de la maternité. Et donc, il remarque que son ventre a diminué. Et sa maman lui dit, tu vois, il n'y a plus de bébé dans le ventre de maman. Il lui dit, ah bah si, regarde, il en reste encore un peu. Les enfants sont terribles. À demain. Les enfants sont vraiment terribles. D'ailleurs, tiens, je vais donner le sommaire de demain, et puis à la fin, vous allez me donner des mots d'enfant à vous. D'accord. Parce que vous les avez écrits dans vos livres. Donc demain, vendredi, 9h, c'est le dernier jour de la 1000e. Dernier jour où on dure 2 heures. Moi, je trouve qu'on y prend goût quand même. Enfin bref, bon entendeur. Il va enfin pouvoir vivre les premiers gestes de papa avec sa fille Sivane. On retrouvera David ainsi que sa femme Julie. Ils seront tous les 3 sur le plateau des héros des maternelles. Et puis dans notre grande discussion, 4 couples nous raconteront les bouleversements occasionnés par l'arrivée de leur bébé. Dans la série Maman d'Europe, on partira en Finlande. C'est le pays du Père Noël, mais aussi du sauna, celui des familles recomposées et du congé maternité. Et puis notre invité demain s'appellera Axel Lafont. Elle fêtera avec nous l'anniversaire des maternelles. Notre star permanente Nathalie Le Breton sera évidemment là dans lesmad.com.
maintenant comme spécial millième. Et puis nous la retrouverons dans la séquence 1000 façons d'être père avec Lucien qui nous racontera comment il s'implique dans l'éducation de son fils Bilal. Demain dans le pêle-mêle, il y aura Charlie, Laïla et une nouvelle recrue qui s'appelle Karine, que vous connaissez bien au pêle-mêle. Qui bosse en prod. Ouais, super. C'est la collaboratrice la plus proche. Elle est complètement barrée. Attendez-vous au pire. Hein. Et puis on retrouvera donc à la fin du pêle-mêle notre séquence spéciale comme ça, bêtisier. Ça s'appelle la récré des maternelles. Anne, donc voilà, j'y viens. Vous avez consacré un livre entier qui s'appelle Ça va être ta fête, maman, à des paroles d'enfants. Ah non, il n'y a pas que ça dans le livre. Non. Pardon. Oui, voilà. Allez-y. Dites. Non, mais c'est des réflexions que vous donnez votre fille aussi, des extraits de sketch. Oui, c'est un livre d'humour sur la maternité, sur tous les petits problèmes qu'on peut rencontrer avec les enfants, les devoirs, couvrir les livres de classe, les occuper pendant les vacances. Les emmener en vacances. Voilà. Bon, et donc, dedans, il y a notamment quand même des phrases énervantes d'enfants. Alors, vous allez conclure cette émission parce que on conclut toujours avec un mot d'enfant. C'est à vous. Vous pouvez en dire plusieurs si vous voulez. Dis maman, à ton époque, quand tu étais petite, il y avait des carrosses avec des chevaux. Ça, c'est dur. Pourquoi est-ce que je peux pas avoir des colorésilles? J'ai 7 ans quand même. Et maman, tu sais, j'ai eu que 12 sur 20 à l'expression écrite que t'as faite. Merci Anne. Bravo. Et encore une? Ah bah j'en ai d'autres. Bravo. Une autre. Tu te crois à la mode? Ah, ça c'est dur. Aïe. Et Non, mais c'est tout. sinon, il y avait... non, mais non, c'est tout. Allez-y. Tu sais, maman, pour la fête de l'école, il fallait faire un gâteau, pas l'acheter. Moi, je conclue avec une qui est dans votre livre, c'est « Moi, je ne cherche pas à éveiller mon enfant, je veux juste l'endormir. » À très bientôt, bonne journée, à demain.